Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de Front Page, votre revue d'actualité spécialisée dans les sphères des comics et de leurs adaptations. On est quand même là vachement plus présent pour vous parler de bande dessinée à un rythme soutenu de 3 émissions par mois. Et aujourd'hui, nous vous proposons de débriefer l'actualité de la première partie du mois de février 2022. Avec bien entendu l'inénarrable, l'irréductible, le surprenant et parfois le malicieux Corentin. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah non, oui. Non, si, voilà, allez, si, voilà. Essaye de faire faire une voix un peu moins rocailleuse, parce que si tu parles comme ça pendant tout le podcast, ça va être un petit peu gênant. On pourrait faire un truc à la Sin City. Arnaud. Voilà. Non, ouais, bof, pas terrible comme imitation, mais ce n'est pas grave, il y en a d'autres en préparation pour cette émission. Je sens les pubs Leclerc revenir, peut-être, non, je ne sais pas, je ne voudrais pas faire de fausses annonces, même si je sens que vos espoirs se sont ravivés instantanément. D'ailleurs, petit mot juste que pour vous remercier, puisque à la suite du dernier front page, vous avez été nombreux à commenter sur notre site sur votre découverte des comics, depuis quand vous en lisiez, tout ça. Donc, on essaye de vous poser plus de questions dans les émissions, mais n'oubliez pas qu'on a quand même un site et des réseaux sociaux qui sont ouverts pour que vous puissiez réagir à ces sujets. Et on lit, en tout cas, parfois on n'a pas tout le temps le temps de vous répondre et on essaye de le faire, mais voilà, en tout cas, ça fait super plaisir de voir que vous avez réagi et que vous avez partagé vos propres expériences de lecteurs et lectrices. Donc, continuez comme cela. Et tout de suite, on commence par la partie comics avec plein de bonnes nouvelles. Et quand je dis bonnes nouvelles, bien entendu, il faut comprendre que c'est de l'ironie, puisque ce ne sont pas du tout des bonnes nouvelles. Puisque déjà, le FIBD, c'était une bonne nouvelle qu'il soit décalé au mois de mars. Donc, c'est du 17 au 20 mars prochain. Par contre, ce qui est un petit peu moins une bonne nouvelle, c'est que sur le secteur des comics, pour l'instant, il y a pas d'éditeur. Grosso modo, c'est vrai que Glénat avait déjà annoncé sa défection du festival en janvier. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient revenir, donc en fait moi je ne sais pas s'ils doivent revenir ou pas vu que ça a été décalé. Ils ont fait leur petit festival de bande dessinée sur Twitch avec des influenceurs et tout ça, c'est très bien. Mais du côté des comics, coup sur coup, on a appris que Urban Comics ne serait pas présent et que Panini Comics ne serait pas présent non plus. Alors il y a même des éditeurs dont on avait l'habitude qu'ils ne soient juste pas présents, qui n'avaient pas de stand, parce qu'il faut savoir qu'un stand au FIBD, ça coûte ta daronne, clairement, et peut-être même plus, c'est assez cher. Donc en général, les éditeurs ne peuvent pas forcément tous n'ont pas tous les moyens de pouvoir payer un stand pour faire venir des auteurs et tout ça, puisque de toute façon l'intérêt d'aller en convention, c'est d'avoir aussi des auteurs à soi, parce que sinon ça veut juste dire que tu as une librairie ouverte et c'est pas ultra intéressant si tu proposes pas quelque chose en plus qui incite les festivaliers à venir te voir, généralement avec des albums à acheter pour les faire dédicacer par les auteurs présents. Donc grosso modo, alors c'est vrai que Urban n'a pas été ultra explicite sur les raisons de l'annulation. En plus, franchement, ils ont fait un post qui était vraiment très chelou, que j'avais pas l'habitude de voir chez eux. C'est qu'ils ont fait... on nous pose souvent la question sur leurs réseaux sociaux, sur leurs deux réseaux. Ils ont fait, en tout cas sur Twitter et sur Facebook, ils ont fait... on nous demande souvent si on sera présent au FIBD. Voici notre réponse. Lien sur leur communiqué sur leur site. Et limite, le communiqué, c'est juste dire « Salut, on sera pas présent ». Je t'avoue, j'ai fait un peu surprenant comme façon de faire. Dites juste on sera pas présent sur le post directement. Le mec de Bad ID qui écrit non, mais surtout que ça fait des commentaires de lecteurs qui font ils font ça pour avoir du trafic sur leur site et tout. Mais qu'est-ce que tu dis sur la page en question, il y a juste de communiquer, il y a pas de produit avant, donc en fait tu vois, ils sont, je sais pas, enfin ça non, il y a pas de publicité. C'est ça, donc ça c'est, l'argument tient pas, mais en même temps c'est vrai que par contre ils auraient pu l'annoncer directement juste sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas grave. Et Panini a fait la même chose pour dire, eux ils ont été plus explicites, et c'est à mon avis les mêmes raisons de toute façon pour tous les éditeurs. C'est qu'ils ont dit que d'une part le premier intérêt aussi du festival, c'était souvent de pouvoir de proposer des titres en avant-première. Là, le décalage de 2 mois fait qu'ils peuvent pas ajuster leur planning de publication pour faire sortir des titres avant et les proposer en mars, alors qu'ils devraient peut-être sortir après. Et surtout que le délai est trop court pour pouvoir réinviter des gens, alors soit proposer aux mêmes personnes de venir, mais là forcément les artistes aussi se bloquent des créneaux pour les festivals, et après si c'est décalé ou annulé ou reporté, entre temps eux ils ont d'autres travaux à faire, ils ont parfois d'autres conventions auxquelles aller, et sinon ils ont juste des deadlines à tenir, donc c'est parfois très dur de redécaler des choses. Quand c'est des artistes américains ou des auteurs, c'est encore plus compliqué, parce que en plus dans le contexte de crise sanitaire, tout ce genre de choses là, on sait parce que Panini a mis en
vente des trucs qui étaient censés arriver pour la FIBD. Donc on comprend grosso modo qu'il y avait Pepe Larraz notamment qui devait venir, ça serait vachement cool, tu vois. Du côté de Urban, donc il n'y a pas eu de communication, mais on imagine que c'est un problème aussi de sortir en avant-première qui ne sont plus des avant-premières et d'auteurs qui devaient venir et qui ne peuvent plus venir, et que c'est trop difficile en l'espace de 2 mois en fait de recaler des nouveaux invités. Donc grosso modo, ça ne sert à rien de payer bonbon un stand pour avoir juste des bouquins que tu peux retrouver littéralement à ta librairie à côté de chez toi. Clairement, tu vas pas aller à Angoulême juste pour acheter des bouquins. Surtout qu'il y a des libraires qui ont aussi des stands au souvent, festival, ouais, il y a aussi quoique sur le FIBD, je me rappelle pas trop. Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment que les éditeurs. Voilà, mais après ils ont souvent des grands stands avec tous leurs bouquins, mais donc mais t'as des librairies aussi dans la ville d'Angoulême, hein, techniquement, donc donc voilà, donc pas pour l'instant, pas, on attend des nouvelles de Delcourt, enfin en tout cas de la branche comics de Delcourt, mais moi je suis assez mitigé, enfin pas mitigé, mais assez craintif sur le fait que grosso modo il y aura pas d'auteurs internationaux. Par contre, Comics Initiative sera présent, donc il y aura des auteurs de chez eux. Picsou Magazine sera présent. Oui, c'est vrai aussi. Attends, et techniquement, pour l'anniversaire. Ouais, techniquement, c'est des comics à la base. Complètement. Les comics Disney, il ne faut pas l'oublier. Puis Carbax, Don Rosa, tout ça, c'est quand même un très bel héritage de la bande dessinée. Kinaï aussi sera. Pardon. Rosa, il est italien. Ouais, mais c'est du fumetti. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que oh, tu m'emmerdes. Bien sûr qu'il y a des artistes européens qui vont après œuvrer aussi pour des œuvres qui sont d'un héritage américain. Voilà, ça tout de suite à jouer. Je jouais sur les mots, les Italiens. Depuis quand tu défends les Italiens en plus, toi, hein? Voilà. Depuis Osamuchi. Non, mais voilà, il y a aussi Kinaï qui sera présent, on le sait. Avec leurs auteurs maison et tout ça, donc il y a quand même une partie, le label 619 doit être présent effectivement aussi, donc ça c'est quand même vachement cool. Donc voilà, il y a une partie de la production, on va dire française, d'inspiration comics qui sera quand même présente, donc il y aura quand même des choses à faire au FIBD, mais quand même un petit peu moins en ce qui nous concerne par rapport aux précédentes éditions. Qu'à cela ne tienne, on remet ça pour 2023, et 2023 ça rime avec grosse fiesta quelque part. Oui, on espère. Grosse nouba. Ouais, ou grosse nouba, c'est ça, valait. Ça rime pas avec bamboche, mais un petit peu Corentin, on est un peu triste quand même. Oui, on est triste, mais bon, après c'est un peu naturel, effectivement, que l'actualité sanitaire et tout ce qu'elle a imposé au festival, au pluriel, et aux éditeurs de comics. Moi, je me demande s'il n'y a pas aussi un côté retour sur investissement, parce qu'on sait que c'est pareil pour les gens. Il y a plein de gens qui peut-être prévoyaient d'y aller en janvier. En mars, peut-être qu'il y aura moins de créneaux de vacances pour ceux qui voudraient y aller. J'ai hâte de voir les chiffres d'affluence de ce FIBD-là. Ouais. À mon avis, il y a un calcul qui se fait par rapport à parce que ça reste cher d'avoir un stand là-bas. Est-ce que c'est intéressant pour eux? Est-ce qu'effectivement la période s'y prête mieux? Enfin, je sais pas même si les artistes sont plus disponibles en mars qu'en janvier. Après voilà, effectivement, on sera entre franco-belges et entre mangaka. Non, à voir, mais j'ai pas l'impression que les pas éditeurs d'annonce manga. J'ai rien vu passer pour l'instant, et en vrai, le Japon pour circuler en dehors du pays. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, le Japon, c'est loin. C'est le plus rude pour sortir du pays. Et puis, le Japon, c'est loin, hein, tu sais. Donc, il paraît, ouais. C'est vrai que c'est l'autre bout du monde. C'est ça. C'est pas la porte à côté. Donc bon, voilà, on fera des bises à Run et à Guillaume. C'est ça. Non, on fera pas de bises, parce que Covid oblige, on fera de la bise à personne. Mais d'ici là, c'est fini le Covid, ça y est. C'est vrai? C'est en mars qu'il lève toutes les 900 morts par jour, je crois, tout récemment. Ouais, mais Macron, il a dit que c'était fini. Donc... Ouais, donc en fait, du coup, c'est fini. Avec lui. Ah bah tant mieux. Allez, du côté des autres bonnes nouvelles ironiques, pas de Free Comic Book Day France non plus. On avait reçu l'un des organisateurs il y a quelques mois pour parler déjà de l'annulation du FCBD France 2021. Donc voilà, qui est la transposition française de cette journée qui a été installée il y a maintenant, je sais pas, 20 ans par Diamond Comics, l'ancien distributeur principal du réseau. Tiens, prends ça. Et qui en fait proposait tous les premiers samedis du mois de mai aux comic shop participants, avec les éditeurs participants, d'avoir en fait des comics gratuits. Et pourquoi donc faire? Et pas pour contrer une éventuelle pénurie de papier toilette dans le futur, mais tout simplement pour proposer des bandes dessinées à découvrir, et que après vous ayez envie de revenir dans les comic shops pour lire d'autres bandes dessinées. Donc voilà, ça c'était vraiment le principe. Ça a été adapté en France depuis 2014 par l'association BD Ciné Goodies. Sauf que voilà, avec la pandémie, ça a foutu plein de bordel. Et en fait, voilà, Morgane du
du FCBD France était venu nous expliquer en podcast, dans une émission qui est toujours en ligne, que le principal problème, c'était surtout l'absence de distributeur, en fait, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de distributeur qui avait voulu reprendre la chose. Les éditeurs aussi hésitaient plus ou moins à participer parce que, effectivement, si c'est des fascicules qui sont gratuits pour les lecteurs, ça coûte quand même de l'argent aux éditeurs. On sait que le marché comics en France se porte pas forcément hyper bien non plus, donc on imagine bien que tu vas pas investir dans un marché qui représente pas grand chose, mais surtout avec la crise et la pénurie des matières premières, tu vas encore moins mettre de la thune pour proposer des fascicules gratos sans forcément avoir l'espoir de réussir à convertir assez de lecteurs. Mais bon, voilà, le principal problème surtout, c'est qu'il n'y a pas de distributeur. S'il n'y a pas de distributeur pour amener les fascicules dans les librairies, c'est un problème, et donc pas de FCBD France cette année. Pour faire vivre le comics, ça va devenir compliqué 2022 quand même. Hein. Mais est-ce que ça va manquer vraiment beaucoup dans le cadre d'une année qui a déjà justement remplacé ce genre d'événements qui sont censés attirer les gens vers les librairies spécialisées, là où maintenant on a les offres à petit prix qui déjà font ce travail de sap, même si après on a toujours le débat de est-ce que ça rebondit ensuite en lecteur régulier, enfin pérenne. Mais c'est vrai que quand j'avais fait justement les offres de l'année dernière sur les Panini Marvel à BDNet Nation, qui est un peu mon fief, il y avait vraiment déjà des tonnes de gens qui venaient juste pour ça, entre guillemets, s'intéressent peut-être au reste du truc. Justement, en général, peut-être que s'ils viennent juste pour ça, c'est toujours on a déjà eu cette discussion plusieurs fois, c'est est-ce qu'ils viennent juste pour ça, et justement, ils s'intéressent pas aux autres comics, parce que le prix est sensiblement 2 à 3 fois supérieur par rapport à ces offres à petit prix. Mais surtout, le truc, c'est que par rapport justement à ces offres-là, au FCBD, attention, il y a du FIBD, du FCBD. Le FCBD France, l'avantage, c'est que quasiment tous les éditeurs de comics pouvaient participer. Parce que pour faire ces offres à petit prix, où c'est souvent quand même des prix cassés, c'est-à-dire que les éditeurs sont pas rentables du tout en général sur ces offres-là, au moins sur le FCBD, tu pouvais avoir aussi du iComics, du Achilleos, du Bliss, du Kinaï, du Comics Initiative. Il y avait même Monsieur Toussaint l'ouverture qui s'y était mis. Voilà, il y a plusieurs éditeurs en fait qui étaient même pas forcément estampillés vraiment très marqués comics en France, mais qui se proposaient de jouer le jeu parce qu'ils avaient des publications qui vraiment avaient cet ADN qui transpirait là-dedans. J'imagine que cette année, Rue de Sèvres aurait pu participer aussi, par exemple, pour promouvoir un futur titre 619. J'essaie d'être positif, d'amener un peu de nuance dans cette Non, faut pas être positif dans le contexte actuel. Être positif, ça n'a plus le même sens. Figure-toi, Corentin. Covid d'ailleurs, big up les gars. Eh ben bravo. Bravo. Merci. On ne sait pas comment tu fais. Écoute, je vais te. J'ai pas de vie depuis quelques temps maintenant. Écoute, je vais me mettre de la salive et voilà, et peut-être qu'avec de la chance, on ne sait pas. Merci Arnaud. De rien. Ça me fait plaisir. Encore des bonnes nouvelles du côté de l'édition VF, puisque le secteur va bien. Franchement, on a tout mis au même endroit. Ouais, c'est ça. Non, mais on fait ce podcast, on commence avec une grande dose de trucs. Une fois que vous aurez fini d'écouter cette partie, vous ferez où sont mes antidépresseurs? Je vais aller les chercher. Avec la voix de Homer Simpson. Ouais, c'est ça. Mes antidépresseurs. Je vais mettre du sucre dedans et puis ça ira mieux après. Alors du coup, non, mais c'est un communiqué qui était intéressant à aborder. C'est vrai qu'on va essayer de pas partir sur un débat de 3 heures non plus, parce qu'on n'a pas le temps dans cette émission, mais ça sera bien d'y revenir. D'ailleurs, je demande au fondateur des éditions, enfin au directeur des éditions Rackham, si jamais il nous écoutait ou que quelqu'un qui le connaît nous écoute, on a grave envie d'en rediscuter avec lui, qui a fait un long communiqué en fait pour dire qu'ils ne sortiront pas de nouveautés en 2022, et c'est un problème assez général en fait qui touche tout le secteur de l'édition et de la bande dessinée de façon générale. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rapports, notamment avec le rapport de GFK en association avec le FIBD pour montrer la santé insolente du milieu de la bande dessinée, qui en fait cache le fait que tu as effectivement des titres qui draine tout le secteur vers le haut, mais ça masque beaucoup de titres, notamment dans les maisons d'édition les plus indépendantes, en fait, ont simplement du mal à exister. Pourquoi ? Parce que y a des nouveautés toutes les semaines, et que pour pouvoir survivre en librairie, ces nouveautés en fait doivent être mises en avant par les libraires. C'est aussi le boulot des représentants en fait de les vendre aux libraires, mais les libraires ont pas le temps de tout lire, ils ont pas le temps forcément de pouvoir tout placer, et au final ils gardent que ce qui s'est très bien vendu la semaine en question, et tout ce qui s'est pas vendu doit repartir dans les retours, et souvent ça finit au pilon chez les maisons d'édition, et ce qui fait que c'est un cercle assez vicieux où au final c'est les titres les plus connus
en fait déjà ou qui ont une équipe créative parmi les plus importantes qui vont être sélectionnés et qui vont avoir le plus d'exemplaires commandés par rapport à d'autres qui sembleraient un petit peu plus risqués ou qu'on connaît pas, donc on n'a pas eu le temps de les lire, donc on n'en commande pas. Et de facto, forcément, c'est ceux qui ont été le plus commandés qui vont aussi être les plus vendus parce que auprès du public, c'est aussi ceux qui ont la plus grande aura. Et du coup, ces petits titres-là, qui sont un peu plus difficiles d'accès, mais pas forcément même artistiquement, tu vois, juste que tu connais pas forcément les gens, c'est des plus petites maisons d'édition, donc tu t'as pas forcément toi le temps non plus d'être au courant de leur existence. Et donc Arkham en fait explique vraiment qu'ils sont très frustrés de la façon dont le système actuel fonctionne, hein, que voilà ce cycle de nouveautés, hein, cette cadence de production très industrielle en fait, ils en ont vraiment marre. Et donc, face à la frustration de leur travail d'éditeur, voilà, qui est pas forcément d'avoir ce côté industriel sur leur production, ils disent on prend une année sabbatique, pas de nouveauté en 2022, on réédite nos titres déjà en place s'il le faut, et par contre, on prend une année pour prendre pour respirer un bol d'air frais, ils disent, pour prendre du recul et peut-être envisager à d'autres systèmes de publication, parce qu'en même temps, il y a des éditeurs que nous on suit, hein, comme Comics Initiative ou Bliss qui passent par le financement participatif en guise de précommande systématique, parfois même pour financer des projets originaux. Il y a des maisons d'édition indépendantes qui se sont créées et qui reposent aussi sur ce genre de stratégie. Voilà, il y a peut-être une autre façon de penser les modèles de publication pour certaines structures éditoriales. Et pourquoi on vous parle de Rackham, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et pas assez, alors qu'on devrait, c'est parce que c'est quand même eux qui ont la dernière édition en date du Sin City de Frank Miller, mais ils publient aussi des auteurs de comics américains un peu plus underground, comme Daniel Close, comme Joe Sacco aussi, voilà, qui sont quand même des gens qui font de la BD, on va dire de très très haute qualité, mais qui forcément on trouve un petit peu moins écho dans notre vision, dans notre rapport à la pop culture. C'est pas bien. On essaiera aussi de se corriger un petit peu à partir de leur retour en 2023. C'est moi l'inculte. Parce que moi, Joe Sacco et Daniel Close, j'aime bien, tu vois. Oui, je sais, mais moi j'aime bien. On peut en parler si tu veux. Oui, bien sûr, on peut en parler quand je les aurai lus, mais j'ai pas eu le temps de tout lire, quoi. T'es Cornelius? Bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, je les ai reçus. Oui. Je viens un petit podcast Daniel Close quand tu auras tout fini. Eh ben écoute, oui. Mais sinon, moi je trouve ça quand même fou. Enfin, tu peux quand même tenir une boîte pendant un an sans bosser comme ça. Enfin. Ah, ça veut pas dire qu'ils vont pas bosser. Attention, ils sont pas aux Bahamas. Hein. Tous les jours ils vont aller au taf avec la machine à café. Non, c'est pas Jean-Michel Blanquette. Hein, c'est à la Switch. Michel Blanquette. Ouais, c'est nouveau ça. Non, je crois que je sais plus, ça doit être. Je les connaissais pas. C'est comme Annie Dingo, tu vois. Ah, c'est ce genre de. Ah oui, mais moi j'aime bien ces surnoms débiles politique. Jean-Michel Blanquette. Furieuse. Mais ouais, effectivement, le communiqué est pas très enthousiasmant. Mais en même temps, il traduit un truc qu'on sait maintenant. Effectivement, les rapports de GFK et la santé générale du secteur font que, de toute façon, c'est vraiment une surprise. De la même façon que, voilà, on sait que pour Cornelius, ce sera compliqué après, une fois la fin de la licence Close perdue, enfin Daniel Close perdu. Moi, je suis préoccupé, on va dire, mais comme d'habitude, j'essaie d'être un peu optimiste. Ce qu'il faut, c'est même pour vous, en fait, qui nous écoutez, quand vous passez devant le rayon Batman, Superman, etc., peut-être de jeter un œil au rayon d'à côté, où il y a des reliures un peu plus bizarres et des projets un peu plus risqués, et juste d'être curieux et de tendre la main et tout. Genre là, tu vois, récemment, moi, je suis passé encore une fois en librairie. Je comptais me prendre Reckless le nouveau, ouais. Et puis peut-être aussi un Panini que j'avais pas en Marvel récent. Finalement, je me suis arrêté au rayon où ils rangent les romans graphiques. Et vous voyez, derrière BD Nation, c'est une sorte de grande étagère marron, qui est très jolie. Et j'ai pris l'entaille, un truc de Cornelius aussi, et puis le Whisky de comment ça s'appelle, Ed Piscor. Finalement, je regrette pas du tout. J'en ai eu pour pas cher. En plus, c'était super cool. Et voilà, tu vois, c'est peut-être aussi juste ça, l'acte de curiosité, d'essayer de découvrir ces nouvelles maisons, parce que comme tu dis, même nous, on en parle peu, mais elles sont tout aussi accessibles que les Urban, les Panini, les Delcourt, les Glénat, etc. Il faut juste faire cet effort-là. Je pense que à terme, les gros lecteurs de comics qui finiront par en avoir marre de l'accélérationnisme, parce qu'ils touchent pas que les éditeurs, hein. Il y a aussi beaucoup de fans de comics qui commencent à en avoir un peu assez de voir une telle production de super-héros et qui n'arrivent pas à tout suivre aussi. À mesure que tu lis, tes goûts aussi s'améliorent. Ça fine. Voilà, ça fine, tu vas avoir des produits plus rares, tu demandes autre chose que ce que tu consommes déjà. Donc peut-être qu'à terme, effectivement, celles et ceux qui déjà sont bien implantés dans le marché du super-héros ou de la BD en général finiront par aller vers les offres de niche. C'est un peu ce qu'on a tous fait finalement.
Ouais, et puis faut savoir aussi que voilà, il y a pas mal de ces ouvrages. Si jamais vous n'avez pas forcément les moyens, parce que c'est vrai qu'on est toujours nous, vu qu'on est maintenant jeunes actifs et que ben voilà, on brasse quand même grave de la thune hein, avec nos métiers respectifs. Les bibliothèques en fait permettent aussi d'avoir cette curiosité et à moindre coût, parce que les abonnements c'est quand même peanuts. Enfin moi c'est clairement bon, c'est quelque chose que moi je fais plus par rapport au métier, qui fait que effectivement je peux avoir un accès au bouquin qui est très privilégié. Mais avant ça. Clairement, moi, les bibliothèques, pendant de mon lycée jusqu'à même à la fin de ma thèse, moi, j'avais des abonnements aux bibliothèques qui m'ont permis de lire quantité de bouquins. Et justement, d'aller découvrir aussi ce genre de choses-là. Black Hole de Charles Burns, c'était la médiathèque de mon village. Hein, clairement. J'essaie de comprendre, tu payais pour les abonnements aux bibliothèques? Bah oui, tu payes, je sais pas, c'était 12 euros l'année, tu sais, c'est un truc ridicule. Je sais pas, à Paris, c'était gratos, quoi. Bah encore mieux si c'est gratuit, alors. Vous allez dans une bibliothèque avec votre carte d'identité, on vous fait une carte de bibliothèque, et voilà, du moment que vous rendez les bouquins à l'heure, il y a rien à payer, quoi. Ah ouais? Bah écoute, il me semble. Faut bien que les bibliothèques soient. Non, mais c'est municipal, c'est l'État, c'est la municipalité qui paye. Bah écoute, à Strasbourg, il y avait un abonnement, mais parce que c'était une médiathèque aussi, donc tu pouvais en plus emprunter des disques et des films aussi. Autre chose, ouais. Mais c'était pareil, c'était 12 euros l'année, je crois. Tu vois, la médiathèque Ellenberg, à côté de chez République, vers Bel Air, entre Bel Air et Picpus. Non, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une super bibliothèque. Et pareil, là, si vous allez au rayon comics, vous avez énormément de choses. Même des machins assez rares, genre j'avais découvert Top 10 de Moore, l'ancienne édition de Panini, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce qu'en plus ils doivent avoir aussi des vieilles éditions de BD. Tout ça, plein. Et par contre, les transmettre ne sont pas au complet, parce qu'il y a des mecs qui ont volé certains tomes et qui les ont jamais ramenés. Ça, c'est j'étais dégoûté. Ouais, ça c'est pas cool par contre. Mais bref, enfin, tout ça pour dire, voilà, big up à Rackham évidemment. Il sera intéressant d'avoir leur point de vue effectivement à l'audio, pour comprendre comment de l'intérieur, pour ces petites boîtes-là, ça se vit. Parce qu'on a quand même plus généralement des acteurs qui sont plus implantés dans le comics généraliste, comme Urban, Panini, et même iComics quelque part, qui fait de l'indé porteur, on va dire, ou en tout cas de l'indé qui est plus facile à défendre aux fans de super-héros. Mais moi, je trouve ça préoccupant, mais leur action, je la trouve intelligente. S'ils ont les moyens de soutenir un an d'inactivité, en tout cas de non-sortie, ils ont raison de le faire, parce qu'on verra où en sera le marché dans un an. Si effectivement la bulle des mangas finit par péter, ou bien si les générations post-culture, etc., finissent par arrêter d'occulter la vraie presse bande dessinée, on va dire, et qu'on arrive à aller vers les produits plus intéressants, à mettre en avant et à en parler dans les médias généralistes de c'est quoi la BD, pourquoi c'est intéressant d'en lire. À mon avis, ça finira par arriver de toute façon. Tu vois, genre, je te dis, on en parlait l'autre jour en off, les articles de La Chasse, par exemple, sur BFM TV, je trouve qu'ils sont vachement intéressants pour essayer de mettre sur un média grand public des trucs comme ça. On parlait aussi des chroniques de Sigrid sur Blockbuster, enfin sur France Inter. À mon avis, les gens finiront par retrouver le goût de la BD, qui quelque part continue quand même à progresser. C'est juste que nous, on est tiré vers le bas par le super-héros et les offres à petit prix qui chassent des rayons. Je dirais pas tiré par le bas non plus. Mais... en termes de concurrence sur le marché comics, c'est compliqué d'exister au milieu de cette espèce de grande jungle. Non, mais pour moi, c'est pas la faute forcément juste des super-héros ou des enfin, ça participe à certains phénomènes, souvent, mais je t'ai dit, moi, c'est le manque de curiosité générale pour le secteur de la BD américaine. Hein, mais pourtant, Klaus, tu vois, il a été adapté au moins 3 fois. C'est un mec super connu, tout le monde connaît au moins son coup de crayon. Non, je pense pas. Si, quand même. Non, là, je pense que t'es dans tes fantasmes, comme sur Spaceman. Hein. C'est comme Chris Ware. Chris Ware, tout le monde connaît Chris Ware. Qui a lu Chris Ware? Non, mais qui a lu Chris... Non, moi, j'ai lu Chris Ware, déjà, pour commencer. Ouais. Arnaud Kikou. Ouais. Et ensuite, quand tu montres un design de Chris Ware à quelqu'un, il connaît. Ça lui évoque un truc. Je suis pas certain de cette affirmation, Corentin. C'est toi l'inculte, en fait. Là. Peut-être. Non, mais je suis clairement l'inculte de ce podcast. Mais par contre, je suis peut-être plus lucide sur si je te montre les connaissances du grand public. Mais moi, oui. Mais parce que je m'intéresse à la BD un petit peu, quand même. Tu vois. Mais il y a 5 ans, tu connaissais Chris Ware, quand même. Oui. Bon. Mais je ne suis pas le grand public. On n'est pas le grand public. Oui, mais de toute façon, la BD n'est pas grand public. Enfin, ce genre de BD-là n'est pas grand public. Ça, c'est vrai aussi. Mais, pour les fans de BD, je pense qu'un fan de BD moyen, tu lui montres du Klaus, du Ware ou même du Burns, hein, ça va lui évoquer un truc. Regarde, le Black Hole dont tu parlais, il est dans le Planète des Singes 2, parce que le gamin qui est joué par le mec qui joue dans Power of the Dog lit Black Hole. Enfin, tu vois, c'est ce genre de trucs-là qui sont des références pop culture un peu connues quand même. Ghost World de Klaus, c'est connu, le film Ghost World. Je pense. Ouais, non. Je suis pas convaincu. Hein. Je suis vraiment pas convaincu. Tu vois. Mais après, c'est pareil. Hein. C'est nos propres fantasmes ou propres convictions à confronter aussi avec une certaine réalité, puisque voilà, je te dis, on fait quand même partie d'une petite partie de la population hyper spécialisée et on va dire
hyper cultivé dans le sens que voilà, on pratique ça tous les jours, donc forcément, on connaît plein de trucs qui peuvent nous paraître peut-être essentiels, alors que non, tu vois. Pour moi, ça me paraît évident que genre tout le monde connaît Geoff Darrow, par exemple. Mais en fait, non. Je pense que les gens connaissent son travail à travers les Matrix, mais je suis même pas certain que les fans de Matrix savent. Enfin, franchement, vraiment, tu sais, les fans juste de cinéma qui s'intéressent juste au film et qui regardent pas autre chose que juste que les réals et les acteurs, je suis pas certain que le travail de Scross et de Darrow soit vraiment connu. Hein. Non, Scross, je pense pas, mais franchement, voilà. Ouais. Dites-nous honnêtement, et de toute façon, on vous jugera pas. Est-ce que vraiment, avant d'en entendre vraiment parler, à la limite sur certains sites spécialisés ou dans des podcasts spécialisés, est-ce que vraiment les noms de Chris Ware, Charles Burns, Darrow ou Scross, c'est des choses qui vous parlent naturellement ou pas? Moi, je suis vraiment pas convaincu et c'est pas grave, mais ça veut dire quand même que voilà, il y a un travail encore à faire et tant mieux puisque c'est notre travail aussi. Mais voilà, il faut continuer de le faire. Bref, on continue, Corentin, parce que sinon on pourrait y passer 5 heures et nous n'avons hélas pas 5 heures. Non, j'avais un contre-argument quand même. Oui, vas-y. Sin City, c'est super grand public. Ouais. Pour le coup. Alors ouais, mais Sin City... Non, ouais. Franchement, c'est l'une des BD de base. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. Et le film a vachement aidé. Ah, oui. Mais le film était une petite révolution aussi visuelle à son époque. Complètement. Donc je sais, mais est-ce que Sin City, la BD en France, hein, surtout, hein, parce qu'aux États-Unis, je me dis que c'est un autre niveau aussi, mais est-ce que Sin City, la BD en France, était bien connue avant le film? Je ne sais pas. Moi, je sais que Sin City, c'était à cause du film. Parce que, mais pareil, le film avait une patte, avait un truc, et que clairement, dès qu'on a vu ça, clairement, ma médiathèque, je suis allé. Je les aurais volés, hein, ces bouquins d'ailleurs. J'aurais aimé, hein, clairement. Tu vois, mais pareil, est-ce que Sin City, c'est pas juste un bon gros baobab qui cache une forêt très jolie, mais de deux arbres un peu plus petits en circonférence, tu vois? Tu veux dire un boulot? Parce qu'un boulot, c'est noir et blanc, du coup. Ouais, aussi. Ouais, mais c'est pas très gros un boulot. C'est un gros boulot. Alors qu'un bon baobab, là, bien vénère, tu vois, là, ça c'est de l'arbre. Là, on parle. Allez, Corentin, je disais, on continue pour ne pas y passer 30 ans non plus, mais t'inquiète pas, ce seront des discussions qu'on va continuer d'avoir avec First Print de toute façon. Qui a dévoilé le programme de sa seconde saison pour l'anthologie Punch. Alors, Punch, c'est... j'ai envie de dire, je vais faire le marketeur, c'est l'anthologie qui vous met la patate. Voilà, tout simplement. Ouais. C'était pas mal quand même, non? Oui, j'ai la patate là d'ailleurs. Engagez-moi. Et la banane. Donc une seconde saison, donc on vous rappelle le principe pour ceux qui n'avaient pas suivi. Kina est éditeur de comics spécialisé jeunesse surtout, qui exporte de la BD jeunesse américaine, mais qui fait aussi un petit peu de création, et notamment avec Punch, donc une anthologie avec 4 fascicules présentés vraiment sous format de single issues qui sont pas réimprimés après tout ça. Et qui ont 4 équipes créatives différentes avec une thématique commune sur l'ensemble d'une saison, mais 4 histoires qui sont séparées. Donc la première saison était sur un côté très verdoyant, à thématique écologique, et d'ailleurs on a reçu quasiment toutes les équipes de ces podcasts. Il nous manque juste Justine Thibault pour Alma, et on espère pouvoir le faire à l'occasion de la sortie en intégrale de cette saison 1, sur laquelle il faut d'ailleurs que je rédige. Mais donc il y a aussi cette saison 2 qui arrive, dont la thématique sera la fantasy, tout simplement. Et par fantasy, donc les univers de fantasy très inspirés d'autres titres de fantasy, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, The Legend of Zelda, Dark Souls aussi. Et ça me fait vraiment très très plaisir parce que ça a été vraiment cité dans le communiqué de presse et tout. Clairement, ils ont voulu m'avoir, ils m'ont, je l'ai Yankees maintenant comme un goret. Sauf que Zelda, c'est de la fantasy. Ah bah Fantasia, c'est complètement... enfin, bien sûr que c'est de la fantasy, Zelda. Ah ouais? Non, je sais pas. Tu croyais que c'était quoi? Conte de fées. Mais les contes de fées, c'est de la fantasy aussi, c'est dans la... Ah non, mais enfin, les fées sont des créatures du domaine de la fantasy, mais enfin... Continue. Je raconte, monsieur. Enfin bref, voilà, donc du coup, le programme a été dévoilé. On retrouve donc, en fait, ça va être, contrairement à la première saison, ça va être un peu moins étalé dans le temps. J'imagine qu'ils ont eu un petit peu plus de temps pour préparer tout ça, mais ce sera vraiment entre les mois d'avril et de juin 2022 c'est là que ça arrivera. Donc on a une première histoire qui s'appelle Hérédité, qui n'a rien à voir avec le film incroyable de Harry Astor, mais qui est pas du tout pour les enfants pour le coup. T'imagines le truc. Donc c'est roman graphique jeunesse, Hérédité. Donc c'est écrit par Jonathan Garnier et dessiné par Outre-Ciel. Alors Jonathan Garnier, c'est un nom assez connu quand même dans la BD maintenant. Il vient du secteur du jeu vidéo, il a beaucoup bossé chez Ankama. D'ailleurs, on l'a retrouvé sur l'anthologie Doggy Bags du label 619. Il a aussi fait des albums jeunesse très remarqués comme Timo l'Aventurier, dont Lise nous parlait à l'époque sur 9e art par exemple. Il y a aussi Bergère Guerrière qui a été d'ailleurs nommé cette année dans la sélection du Fauve Jeunesse du FIBD. Donc voilà, un auteur talentueux qui signera 2 histoires d'ailleurs pour cette saison 2. Donc il y aura Hérédité
édité et dessiné par Outre-Ciel, donc un artiste lillois qui a fait notamment de la bande dessinée avec quelque chose qui s'appelle Talion, un de ses premiers projets, mais aussi La Tarte au piment. C'est un truc qui a été financé sur Ulule, je te dis, faut que tu ailles voir, franchement c'est trop chouette le style artistique, pardon. Et donc Hérédité, voilà, ça s'intéresse à Iana, donc une jeune femme enfin jeune fille surtout, qui vit avec son père adoptif Robin dans un village plutôt paisible, qui d'un coup en fait va voir son passé débarquer et ses origines en fait, puisque ben voilà, elle est promise à un destin plus glorieux qu'il n'y paraît. Ensuite, on aura également en avril un autre titre qui a l'air vraiment trop chouette, qui s'appelle Coriandre et Estragon de Anaïs Mamar. Donc c'est en fait les personnages qui s'appellent comme ça, qui s'appellent Coriandre et Estragon, qui en fait travaillent dans une auberge secrète dans un royaume de Batavia, qui sert de refuge aux monstres qui sont affaiblis après leur combat. Et puis un jour, il y a une guilde un ancien compagnon de guilde d'Estragon qui arrive. Et voilà, le lien qui unisse les deux, puisque l'un est le père adoptif de l'autre, en fait, va être mis à rude épreuve quand voilà, cet ancien membre de sa guilde va revenir. Les designs, voilà, donc tous les designs sont à retrouver sur un article qui a été fait sur comicsblog.fr. Vous tapez Punch Kinaï, vous le trouvez rapidement. Le lapin, il est trop bien. Et ouais, non, le design est super. Le dessin est mortel, quoi. Vraiment, ça, c'est très mignon, mais c'est plein de personnalités. Il y a des schémas de l'auberge en question et tout qui sont vraiment, vraiment mortels. Effectivement, c'est Estragon, c'est une forme de lapin avec un cache-œil, du coup, un peu. Enfin voilà, vraiment, c'est super chouette. Il y aura aussi Catharsis, de nouveau de Jonathan Garnier avec Camille Letouzé, qui là arrivera en mai 2022. Et donc là, c'est clairement le titre qui semble être inspiré des From Software, de ambiance Dark Souls, clairement. Donc forcément, ça... Donc il y a des gens habillés en noir avec des armes. c'est ce que ça veut dire. Hein, ferme ta gueule, putain, tu comprends pas ce que c'est l'ambiance Dark Souls. Donc voilà, ça s'appelle Catharsis et c'est une troupe de héros, donc un paladin, un mage, une vieille guerrière et un archer. En fait, qui vont en grosso modo, ça a l'air vraiment d'être le passage juste avant le gros combat de boss de Dark Souls, mais justement avant ce gros combat, en fait, il y a un peu tous leurs doutes qui reviennent comme ça, et ça va être compliqué pour eux. Camille Letouzé, qui est passé par l'école des Gobelins à Paris, qui est storyboardeuse et qui a notamment travaillé sur la série d'animation Big Hero 6 et aussi sur Arcane, le hit français de Netflix. Donc là aussi, pareil, grosse équipe créative quand même, et voilà, des designs qui ont l'air ultra cool. Et puis à la fin, on aura Valentin Sèche. Donc Valentin Sèche, qui est un auteur déjà bien connu, même chez Kinaï, parce qu'il avait fait The World. Et d'ailleurs, on attend encore son Samurai Gun chez eux, qui doit arriver cette année. Et donc là, on est clairement, vu le visuel qui a été dévoilé, on est complètement sur l'inspiration Zelda, puisque même la couverture, en tout cas le design, là, c'est la jaquette c'est un visuel de Majora's Mask, clairement, qui a servi d'inspiration. L'œil du canard, surtout. Même le logo, espèce de... Non, mais la composition, le héros, c'est Link, t'as la lune derrière, qui est clairement la lune de Majora's Mask aussi. Non, mais vraiment, regarde de nouveau le... Je l'ai sous les yeux. Voilà. C'est non, mais oh. Non, mais voilà. Et donc, ça nous parle d'une fille qui est touchée par une malédiction et transformée en monstre, et qui rejoint l'œil. Donc, c'est un groupe d'aventuriers jardiniers qui luttent contre la propagation de cette malédiction, en fait, en combattant des arbres démons. En fait, c'est génial, t'as un côté, écolo aussi, ou je sais pas, dans le truc, mais voilà, des arbres démons, en fait, et qui, du coup, c'est des aventures jardiniers qui doivent, je sais pas, découper les... Attends, Zelda, Link, il faisait la tondeuse, dans tous les Zelda. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Effectivement, c'est pas mal, quoi. Et en fait, voilà, Valentin Sèche aussi a un rapport à la fantasy, parce qu'il avait publié en 2017 un sketchbook qui s'appelle Pocket Night, voilà, qui avait plein de dessins aussi dans ce registre, donc c'est complètement pertinent et en toute logique, en fait, qu'on le voit aussi participer à cette édition. Donc voilà, ça a l'air vraiment très très cool. Ça arrivera ce printemps, on vous en reparlera pas forcément. Et puis moi, je suis carrément chaud pour aller refaire des podcasts avec chacune des équipes créatives s'ils sont chauds. Donc envoyez les SP de Samurai Gun, s'il vous plaît, les enfants. Mais il n'est pas encore sorti. Hein. Ouais, mais envoyez quand ça sortira. Oui, ça, donc ça arrivera. Donc voilà, on est content. Sinon, juste pour faire le petit point sur certaines nouveautés d'éditeurs indés qui sont sortis, 2 titres à vous parler, on en reparlera sûrement dans des back issues, mais c'est juste pour dire que ça existe, et donc c'est par rapport à notre envie d'attirer votre attention dessus. Catch and Release, qui est sorti aux éditions Aquileos. Alors Catch and Release, c'est un polar, c'est assez petit format puisque c'est 80 pages. C'est Ed Brisson. Voilà, qui est écrit par Ed Brisson et qui est dessiné par
Et oui, l'artiste Lisandro Esteren. Merci. Je suis rapide. Hein. Et qui en fait c'est voilà, grosso modo, c'est deux arnaqueurs qui font un coup à la voiture volée, c'est-à-dire qu'ils ont volé une voiture, ils la revendent, ils font une annonce pour la revendre, et quand les acheteurs se présentent avec du cash, en fait, bah ils leur extorquent leur thune. Et sauf qu'il y a un jour, cette arnaque, ça va partir en couille et ça vire dans le bresson. Et ce qui est super intéressant avec ce titre-là, c'est vraiment pour sa patte graphique, parce qu'en vrai, je sais pas en fait comment l'artiste l'a dessiné, mais grosso modo c'est du crayonné en fait, avec des niveaux de gris, avec des lavis de gris, vraiment un petit peu genre aquarelle quoi. Mais franchement, c'est un rendu graphique qui est super intéressant. C'est assez du coup voilà, c'est vraiment assez chouette comme style. Et donc clairement ça fait partie de ces petits titres qui sortent chez Achilleos, donc structure indépendante qui a été assez précurseur sur pas mal de grands noms du comics indépendant aujourd'hui en France, comme Rick Remender, comme Greg Rucka par exemple, comme Daniel Warren Johnson aussi. Ian Culbard aussi. Ian Culbard, effectivement. Donc il y a plein de travaux de qualité à retrouver chez eux. C'est disponible en librairie, en plus c'est pour 14 €, donc c'est vraiment un petit one shot. Ça fait vraiment un peu penser au Pulp, tu sais, sorti chez Delcourt, qui est aussi genre à 13,50 et que c'était un petit récit de moins de 100 pages aussi. Donc voilà, assez catchy, qu'on vous invite à retrouver en librairie. Et également du côté des structures indépendantes qu'il faut soutenir, Delirium publie le 4e volume du The Mask, la première série de Dark Horse. Donc si vous aimez la violence outrancière, les délires voilà, graphiques vraiment exubérants, on vous recommande cette série tout simplement. Dernier volume a priori. Hein, ouais, dernier volume à venir. Également du côté des annonces, bon, je sais pas si on vous invitera à aller y voir, mais ça a le mérite d'exister. La série Alien de Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca arrive à l'été prochain chez Panini Comics, ce qui signe la venue des comics Alien et Predator en France. Ah, je suis trop content. Alors, je ne sais pas si tu seras content pour cette annonce, mais dans leur annonce, ils ont dit c'est le premier titre sur les xénomorphes en attendant d'autres grosses annonces. Donc, j'imagine que s'ils font les omnibus des séries aliens originales de Dark Horse, comme Marvel a commencé à les éditer, effectivement, là, on sera un peu plus content, parce que là, il y a du matériel carrément de qualité. Ça fait aussi nous rappeler que si vous voulez des bons comics aliens, il y a quand même les comics aliens de James Tocco, de Gabriel Hardman qui sont disponibles aux éditions Vestron, et que c'est quand même de la super frappe. Même après, bon, c'est pas Alien, mais Godzilla aussi. Il y a notamment le Godzilla in Hell qui est sorti avec du James Tocco également au dessin, qui est vraiment superbe d'un point de vue graphique. Et il faudrait qu'on vous refasse des retours là-dessus dans nos back issues. Mais voilà, ces comics existent. La licence Alien donc débarque en France à partir de cet été. Bon, les nouveaux comics aliens, l'histoire était pas forcément inintéressante. Par contre, c'est Salvador Larroca au dessin, et c'est compliqué, quoi. Ouais, voilà. C'est compliqué au dessin. Tu vois, je te laisse, tu vois, mais c'est moi qui dois être le méchant là. Ouais. Tu vois, c'est de la merde. Salvador Larroca ne sait pas dessiner. Ouais, il faut qu'on arrête avec Salvador Larroca. Ça, c'est vrai. C'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, en général, cette BD là, tu dis l'histoire est inintéressante. Moi, j'avais bien. On est très loin du niveau de qualité des grandes sagas de Alien chez Dark Horse, hein, quand même. Ouais. Pour l'instant, Marvel qui fait du Alien, ça fait pas des chocs à pic. C'est pas terrible. C'est pas des étincelles. On n'est pas content. Ouais. Et en général, là, on parlait justement du fait qu'il y avait des bouleaux qui cachent la forêt, ou des baobabs, séquoias, ce que tu veux, qui cachent la forêt. Typiquement, ramener Alien en France, c'est bien parce que ça va faire lire des gens. Les fans d'Alien sont encore très nombreux, et ça fait très longtemps qu'ils se déportent sur le marché des comics pour pallier au manque de films ou de séries télé Alien intéressantes. Maintenant, voilà, c'est encore une fois un truc qui risque de prendre de la place sur les étals et de faire dépenser de l'argent pour des produits qui, je suis désolé, déjà sont pas extraordinaires, et accessoirement ne ramènent d'argent à personne, à part à Disney, puisque les artistes qui sont en poste sur ces projets-là, c'est du work for hire, donc je sais pas, moi personnellement je le vois pas comme une très bonne nouvelle, pourtant je suis fan de Alien, très clairement, mais cette BD là particulièrement est pas intéressante. Non, c'est pas ça. Toi tu ne te dirigeras pas vers elle, mais j'imagine qu'effectivement les fans de la licence qui avaient plus justement sauf s'ils sont pas au courant, c'est ça le problème, c'est est-ce qu'ils étaient au courant que quand même pas tous les mois, mais que tous les trimestres il y avait quand même des nouveaux comics aliens qui sortaient chez Vestron. Après on peut dire aussi chez Vestron que c'est du petit, que Delcourt a jamais fait les comics de Dark Horse. Si non, mais il y en a eu aussi, mais ce que je crois, là je t'avoue, je ne sais pas, faudrait que je vérifie, mais en tout cas ces dernières années c'était clairement c'était Vestron qui les faisait. Alors après on peut dire que leurs petits formats souples qui sont quand même au même prix que certains hardcovers, ça peut être un frein.
ça s'entend. Après, c'est une petite structure. Ils font pas non plus, ils font 10 sorties par an. Donc, j'imagine que voilà, tu peux te permettre d'épargner 2-3 euros supplémentaires pour soutenir l'effort. Donc là, j'imagine que de toute façon, eux pourront plus éditer ces comics-là. Mais ces comics existaient et quand même dit, il y avait certaines mini-séries récentes, du coup, mais avec des artistes complètement ouf et qui, à mon avis, voilà, méritent clairement plus l'attention des gens que effectivement la série de Johnson et La Roca. Ceci étant dit, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui du coup vont se rendre compte que Alien de nouveau, voilà, les nouveautés vont arriver, j'imagine que ça les intéressera, d'autant plus qu'on sait, même si c'est pas forcément bien, que le circuit comics en France repose beaucoup sur les effets d'annonce et sur la nouveauté. Vraiment, c'est vraiment aux antipodes du reste du secteur qui a réussi à mieux vivre sur son fond. Donc j'imagine que ça marchera, mine de rien, oui, qu'il y aura, voilà. Évidemment que ça va marcher. Hein. Il y avait certaines couvertures qui étaient jolies, quoi. Mais après, voilà, c'est pas la couverture qui fait le bouquin. Mais en tout cas, par contre, ce qui est plus intéressant dans cette annonce, moi, en tout cas, de ce que j'estime, c'est les potentielles autres annonces qu'il y aura. Sachant que, voilà, Panini a dit grosse entre parenthèses. Donc, j'imagine que c'est pas innocent non plus. Et donc, voilà, on en reparlera certainement prochainement. Du reste, Corentin, du côté de la VO, on a eu un petit peu les classements des titres les mieux vendus, mais c'est un peu compliqué à analyser parce que c'est que Diamond Comics qui les fournit, sachant que Diamond Comics a perdu au mois d'octobre la distribution des comics Marvel, donc en fait on ne peut pas savoir s'il y a eu des gros lancements entre octobre et décembre. Ces titres-là ne sont plus répertoriés puisque maintenant c'est Penguin Random House qui s'occupe de Marvel et aussi non, c'est même plus DC Comics, aussi Lunar en fait. Et voilà. En tout cas, Diamond Comics n'est plus le distributeur unique du marché des single issues. Donc grosso modo, ce qui se passe, c'est que à chaque année, en fait, ils pouvaient dire leur classement des comics les plus commandés auprès des comic shops, ce qui permettait de voir grosso modo ce qui avait très bien fonctionné. Cette année, c'est plus compliqué à analyser. Enfin, c'est même impossible à analyser juste en se basant sur les rapports de Diamond Comics, puisque de facto, il n'y a plus de comics d'ici. Et en plus, ça ne comprend pas les comics Marvel de la fin de l'année. Néanmoins, ça permet au moins de voir ce qui a marché en indé. Et en indé, grosso modo, House of Slaughter, qui est le spin-off de Something is Killing the Children chez Boom Studios, arrive en tête du classement, suivi de peu après par Kingspawn, Berserker, aussi chez Boom, et Gunslinger Spawn, qui sont voilà les nouveaux titres du Spawn Universe de Todd McFarlane, dont on savait déjà qu'ils avaient enregistré de très très gros records de précommande, à la fois puisqu'il y a eu un regain d'intérêt pour Spawn, qui reste quand même le titre en creator owned à la longévité la plus importante maintenant aux États-Unis, et surtout parce qu'il y a eu la blinde de variantes, clairement tout le monde s'y est mis, donc ça a drainé des quantités assez incroyables. Mais tu vois, Kingspawn, qui avait quasiment 1,5 million d'exemplaires commandés pour le numéro 1, c'est tombé à 75 000 pour le numéro 2, ce qui fait une chute énorme. C'est l'attrition, effectivement. Mais je veux dire, 75 000 pour du creator owned, c'est énorme. C'est très important encore, donc c'est vraiment bien en fait. Après, il faudra voir sur le numéro 2, 3 et tout ça. Le problème, c'est que c'est devenu super compliqué d'avoir des chiffres vraiment en unité. Il y a des sites comme ICV2 ou Comicron qui font le taf, mais qui font le taf sur les classements, mais qui n'ont pas forcément toujours accès à ces données chiffrées. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué d'écrire maintenant de façon assez factuelle sur ce sujet-là. Mais grosso modo, du côté de Marvel, voilà. Venom 35, la conclusion du run de Donny Cates, ça a très bien fonctionné aussi. Venom 35, c'est parce que c'est Venom 200 en Legacy aussi. Aussi, oui, effectivement. Voilà, c'est pour ça qu'il est vendu à 10 balles. Aussi, effectivement. Ouais, mais là, après, tu vois, c'est en volume, donc ça veut dire que ça a quand même eu beaucoup d'exemplaires commandés. Oui, non, bien sûr, mais t'imagines du coup la quantité d'argent que ça représente, quoi. Ah oui, leur technique, elle fonctionne, quoi. Si tu regardes, si tu fais le classement en valeur, peut-être que Venom 35 est plus haut, du coup, vu qu'effectivement, c'était un single issue à 10 balles. Alien 1, justement, on en parlait avant, voilà. Ça a drainé de l'attention, forcément. Donc, je te confirme qu'en France, ça va se vendre aussi. Hein. À voir. Franchement, je suis pas convaincu. Je t'ai dit, il y a des trucs qui ne se transposent pas. Something is Killing the Children. Le succès ne s'est pas se transposer. Berserker, on verra en juin chez Delcourt. Je suis pas sûr que ça se vende autant que ça ne s'est vendu aux États-Unis. Le succès de Alien 1, c'est le succès de la consommation de produits dérivés, de licences. Oui. Et la licence Alien, elle est très forte en France aussi, puisque le but de Marvel, c'est qu'à terme, on consomme plus que des produits dérivés de licences, de toute façon. Oui, mais ça reste des comics. C'est des comics. On verra bien. On verra bien, oui. Et sinon, Moon Knight, le lancement de la nouvelle série Moon Knight. Alors là, je m'explique pas trop. Je pensais pas qu'on était si nombreux à être fans de Moon Knight. Après, il y a aux États-Unis, Avengers aussi, mais ouais, mais aux États-Unis, Moon Knight, c'est peut-être un peu plus populaire. C'était déjà su que le personnage avait sa série sur Disney+. Il y avait
Non, vas-y, s'il te plaît. Il y avait des variantes aussi. Jed MacKay, c'est un auteur qui prend de plus en plus d'importance chez Marvel, donc j'imagine qu'il a aussi droit à un petit peu de suivi. Black Cat, ça a beaucoup marché avec lui. C'est vrai. C'est une bonne série, c'est vrai, au c'est un demeurant. vrai succès. Mis à part encore que même la parenthèse, non mais je veux dire que ouais non mais Travel Foreman c'était au début, je veux dire qu'il y a eu la parenthèse King in Black qui finalement était plutôt rigolote parce qu'en gros il devait faire un casse aussi, mais il devait voler de Doctor Strange à Knull, machin, c'était plutôt bien amené. Mais MacKay, c'est un vrai talent à surveiller, hein. Ouais c'est juste je m'explique pas, tu sais comment ça peut être devant Star Wars, devant X-Men, quoi. Des variantes sûrement, peut-être, hein, quand même. Il y a peut-être des variantes trucs. Après, Alessandro Capuccio, il est ultra connu, non? Non, mais il est bon, par contre. Il est bon, ouais. Il a fait des beaux efforts. Tant mieux, pour le coup, moi, ça me va, que ça marche mieux que des trucs de licence. Et donc, effectivement, le relaunch de X-Men par Jerry Duggan aussi a très bien fonctionné. Et puis, donc voilà, ça, c'est habituel. Et du côté des TPB, beaucoup moins de surprises, puisque sans surprise, c'est Image Comics qui domine le game. Et ça fait longtemps que c'est le cas. On le sait aussi, il y a aussi une dichotomie qui est pas du tout pareille, en fait, entre le super-héros et l'indé. C'est qu'en général, l'indé a plus de mal à se vendre en single issues. Il y a quand même des succès en single issues, mais généralement un petit peu moins parce que les gens, en fait, préfèrent le TPB. Surtout qu'en fait, les albums de TPB pour l'indé se vendent aussi très bien et peut-être mieux en dehors des comic shops, donc c'est-à-dire dans les librairies plus généralistes. Mais là, du coup, dans les comic shops, c'est Image qui cartonne. Et pourtant, c'est des souples, donc c'est rigolo parce que du coup, c'est elle est pas mal. Franchement, faut la refaire dans un article. Ouais, franchement, elle est vraiment pas mal. Oubliez cette vanne, on la fera un moment. Parce que du coup, en fait, c'est pas du cartonné, c'est du souple, et pourtant ça cartonne. T'es en train de la gâcher là. Mais non, je la gâche pas du tout. C'est trop marrant, putain, je suis vraiment fier. Je me la note. Qu'est-ce que je disais? Donc il y a The Department of Truth de James Tynion IV qui est en première place, et en deuxième place il y a Something is Killing the Children de James Tynion IV aussi. Donc clairement James là il a ses couilles, elles sont posées sur le marché des comics, tout ça, il fait bam, tu vois, il les pose, il fait tiens, lâche-moi les couilles comme ça, tu vois, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ensuite on a Stray Dogs, le titre, le thriller Silence des agneaux avec des chiens, avec des chiens, c'est incroyable. La team chien en représente de ouf. Des aberrations de la nature créées par l'homme pour avoir des animaux de compagnie basés sur le loup, et des créations monstrueuses en vérité. Chihuahua, c'est quoi? Franchement, c'est de l'eugénisme en vérité, les chiens. C'est ça la vérité. Non, c'est de la manipulation génétique, mais on le fait avec tout, mec. On croise non, pas avec les chats. Mais bien sûr les chats sont restés les mêmes. Il y a un documentaire de Arte qu'il faut que je te montre, mon gars. Il est incroyable. Mais comment t'es stupide? Mais ils ont quasiment pas bougé, les chats, de toute la Révolution. Et ouais, parce qu'ils sont déjà parfaits. Mais bien sûr qu'il y a eu des croisements. Mais non, mais les croisements pour la collection. Mais on n'a pas altéré. Mais tu passes du loup au chihuahua. Alors que tu passes du chat originel de Chypre au chat actuel. On n'est jamais passé. Il y a quasiment aucune variation. Oui, mais on n'est jamais passé du loup au chihuahua. On est passé du tigre à ce truc là qui est sur le canapé, je sais pas où est-ce qu'il est. N'importe quoi, les chats sauvages ça existait à l'époque. Mais c'est aussi, mais oui, mais ça dérive aussi de tout ça pour dire que les chiens sont des aberrations de la nature. Mais tu peux continuer. Quoi. Donc Stray Dogs. Mais tu sais qu'on fait des croisements aussi d'épis de blé de maïs pour avoir les meilleurs rendements depuis la nuit des temps. On fait des croisements génétiques, oui, tout à fait. Bien avant là, même c'est le des créatures vivantes. Mais c'est vivant aussi, le maïs. Mais je savais bien que t'étais un nazi depuis le début. Mais le maïs c'est vivant aussi. Tu crois que c'est quoi? C'est une plante. Pareil, on mange pas les chiens. Bah si, dans certains pays, dans certains pays, si, on mange les chiens. Bien sûr que ça se mange. Un bon steak de bulldog. Un bon steak de bulldog, ouais. Bah oui. Bah attends, délicieux. Bien mou en plus. Allez, du coup, on continue. Invincible. Sur les clones. Invincible qui marche très bien aussi, du coup. À la fois dans les gros volumes et aussi même dans les TPB. Et après, on retrouve Reckless aussi, tu vois, qui c'est vrai, quand même. Deux tomes de Reckless. $65 le compendium, donc l'omnibus, machin. Ouais, c'est en 4e place des ventes, ça doit être. Là, Kirkman, il est bien, là. Enfin, il se met très très bien. Ah bah oui. Et son coloriste qui lui fait un procès, il se met très très bien aussi. Ouais, clairement. non, mais bien sûr, non, mais c'est cool. Mais après, Invincible, on a vu que la série animée a carrément dopé les choses. Ça a aussi très bien servi aux intégrales en France chez Delcourt. Et donc je disais, dans la fin du classement, on a Saga qu'ils ont toujours très bien, qui est un best-seller de toute façon aux États-Unis, et Reckless qui confirme l'essai. Hein. Après, j'imagine que deux Reckless. Ouais, deux Reckless. Donc Friend of the Devil et Destroyer the Monsters, donc les tomes 2 et 3 de mémoire. Ouais, c'est ce qu'il avait dit effectivement, que c'était même les précommandes étaient supérieures pour le 3 que par rapport au 2, et qu'en fait de plus en plus de gens se rameutent sur ce produit-là. Et c'est pour ça qu'il a pas intérêt, enfin que lui il a dit, moi Substack, j'y vais pas. Surtout à 24,99 le hardcover, c'est quand même assez. Après quand même ils en ont torché 3 en un an. Hein, ouais, donc, mais je veux dire que la pagination est relativement. Oui, c'est 120 pages, non 130 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça reste une bonne histoire. Oui, non, par contre c'est assez qualitatif. Et Brubaker et Phillips ont absolument plus rien à prouver
dans le game. Ils sont là et pareil, ils sont à côté de James Tynion aussi avec leur grosse bourse de créateurs de comics indés, et ils sont là et ils disent qu'est-ce qui se passe les gars, qu'est-ce que vous allez faire, venez là avec vos créateurs, nous on est là et on domine. Et donc ben voilà, oui. À voir du coup par contre si ces succès a réussi à se transposer en France, et ça c'est toujours un petit peu moins certain, encore que Reckless ça je crois que ça marche pas trop mal. Il finira par y avoir un film de toute façon. Ouais, une série, tu sais, une série à la Banshee un peu comme ça. Il avait dit Sébastien Stan parce qu'il l'aime bien en fait pour Baker, et par ils sont devenus potes sur le tournage de Winter Soldier. Et en fait Sébastien Stan, si on regarde en dehors de ce qu'il fait chez Marvel, c'est un bon acteur. Si vous avez vu Aitonia, le film avec Margot Robbie, et récemment la série de Pam et Tommy avec Lily James qui joue Pamela Anderson, c'est une super série. Enfin, démarrez là, vous verrez, c'est super bizarre. En fait, pourquoi pas. Après, moi en Reckless, je vois pas trop. Je prends un acteur plus américain, plus Brad Pitt et tout, mais. Ah ouais, Brad Pitt là, avec sa voix de crooner et tout là. Tu vois, ce serait assez stylé ça. En plus, il pourrait faire Once Upon a Time in Hollywood, mais version polar vénère. Ouais, mais c'est ça, non, déjà dans Hollywood là, il était incroyable avec sa voix rauque là, putain, de l'ASMR, mais laisse-moi. Vraiment, non, franchement, c'est un vrai kiff d'avoir une voix aussi rocailleuse comme ça. Il le fait trop bien, c'est trop genre, c'est un délire. J'aimerais avoir la même. Allez, Corentin, on continue du côté des comics. Bah non, justement, j'arrête. Enfin, j'essaie d'arrêter. On continue du côté des comics indés avec l'annonce qui a fait vriller les internets cette semaine. Tu me parles, vraiment, c'est un truc de ouf. Archie meets Riverdale into the Archieverse. Vraiment, donc les personnages de Archie Comics vont rencontrer en papier leur contrepartie de Riverdale, de l'univers CW. Mon Dieu, c'est génial. L'univers des comics ne sera plus jamais. Du coup, Archie change d'éditeur en chef et enfin de rédacteur en chef, et du coup, paf, ça fait des trucs ultra originaux. Oui, enfin en l'occurrence ça a été annoncé après le éditeur en chef, et en plus c'est un mec qui était déjà là depuis 20 ans, donc ça va rien changer du tout. Donc effectivement Archie Comics qui a l'habitude de faire des crossovers un peu weird. Rappelez-vous Sharknado, Archie contre Sharknado, c'était incroyable. Et qui là continue cette espèce de logique de rencontre improbable. Ah là là, il est en train d'éternuer. Ça ne veut pas sortir. Et ça ne veut pas sortir. Donc continue ce concept des rencontres improbables, après avoir déjà fait le Predator, après avoir déjà fait le Punisher, les Tortues Ninja, etc. Glee, Archie a rencontré Glee. Ils ont décidé de se dire, écoute, puisque on n'arrive plus à vendre des comics, par contre que nos séries télé elles marchent plutôt bien auprès des jeunes, on va essayer de faire un croisement entre nos comics et notre série télé. Donc l'idée est plutôt bonne, moi je trouve. Les héros de Archie Comics, des comics qui rencontrent les héros d'Archie Comics de la série télé ultra bresson, ça peut être super cool. Quelque part t'aurais même eu envie de dire, à une époque, DC aurait dû faire ça avec Gotham. Ouais. Ça, le vrai commissaire Gordon aurait pu tuer Ben McKenzie et le monde aurait été mieux. Mais le truc, si tu veux, c'est que c'est moins intéressant dans le sens où c'est juste un one-shot. Et encore une fois, Archie ne fait plus que des one-shots en ce moment. Il n'y a plus de mini-séries, il n'y a plus même de mini en 3, il n'y a plus de romans graphiques, il n'y a plus d'ongoing vraiment à part le titre principal. Roberto Aguirre Sacasa, il s'est quasiment barré là. Il va finir Chilling Adventures, mais Afterlife, qui est quand même le véhicule depuis le début, pas de nouvelles. Mark Waid, pas de nouvelles. Là, le truc qu'il voulait faire avec les Mighty Crusaders, une série de one-shot avec Rob Liefeld qui devait faire le premier et d'autres équipes qui devaient faire la suite. Rob Liefeld a tellement foiré le truc que finalement ils se sont dit bon, c'est une mauvaise idée. Et ils ont arrêté direct. Donc je sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à se prendre les pieds dans le tapis à ce point-là, mais après il fallait peut-être pas aller voir Rob Liefeld dès le début. Et là voilà, ça c'est un projet qui évoque forcément Archie versus Predator 2 justement, où les héros de la première génération de Archie rencontraient ceux du reboot. Et par Alex de Campi, qui était une histoire plutôt bonne et très méta et bien foutue, un peu à la Morrison. Là, t'aurais envie de dire, ce serait le moment de faire un truc un peu pareil. Et en définitive, même au niveau du style graphique, c'est très proche en fait du Archie classique. C'est-à-dire que même là, ils ont pas osé une rencontre un peu bizarre où tu pourrais faire des crashs de réalité, genre un point de vue par dessinateur et tout. En définitive, non, oui, c'est sympa, tu vois, mais c'est un petit projet sans plus. Et ça rappelle en fait qu'il y a une vraie crise des idées pour cet éditeur qui n'arrive pas du tout à se relancer en ce moment. C'est vrai que c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud en ce moment, je trouve, chez Archie Comics, quoi. La moindre news, c'est sûr que t'as pas le Covid, toi, du coup, oui, c'est le chat en fait là. D'accord. Et puis l'habitude de voir Polo. Donc voilà, la moindre annonce, c'est des one-shots anthologiques sur la Saint-Valentin, sur Halloween, sur des spin-offs, encore une fois, des séries télé comme Madame Satan ou le truc de Véronica Fish sur Sabrina. Et encore comme ça, on n'a plus de nouvelles. À un moment donné, tu te dis, ouais, non, mais les gars, il va falloir faire un Kickstarter à un moment donné. Enfin. C'est Archie, ils n'ont pas besoin de faire de Kickstarter. C'est ça, voilà. Ou faire une levée de fonds, parce qu'en plus, ils ont de l'argent, quoi. Ils ont l'argent de la CW, ils ont l'argent de Netflix, et ils ont l'argent de Netflix indien maintenant pour leur film Bollywood, là. Justement, peut-être que ça part là-dedans plutôt que dans les comics. Peut-être qu'après, ils vont faire des partenariats avec Graphic India pour faire des romans graphiques jeunesse en Inde. Mais
Mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même un vrai potentiel de faire des bonnes séries avec cet univers-là. Et oui, je voudrais qu'ils ont juste baissé les bras et que maintenant ils occupent le terrain. Et voilà, pareil, ils ont un là, peu triste. ils ont. Non, j'arrête avec les métaphores sur les couilles posées sur la table. Ils avaient leurs couilles posées, ils les ont rangées. C'est ça. Ouais, non, ils sont rentrés chez eux. Voilà. C'est bon, on les a bien posés, on les a aérés, puis on peut les ramener chez nous. Allez, Corentin, autre nouvelle. Alors, il y a eu beaucoup d'annonces de titres indépendants. On va pas revenir sur tous, mais on vous invite toujours dans cette optique de curiosité, et même si parfois les choses n'arrivent pas en VF, mais si vous lisez un peu de VO, ben voilà, vous faites le tour des annonces de Comics Indé sur Comics Blog. Il y en a quand même quasiment tous les jours, en tout cas sur toutes les semaines, et c'est pas les articles les plus lus, parce que ça intéresse effectivement pas le plus grand monde possible. C'est un petit peu dommage, parce que voilà, nous, notre effort, c'est quand même d'en parler, de dire que ça existe, de voir qu'est-ce qui va arriver. C'est vrai qu'on devrait trouver le temps aussi d'en parler de quand ça sort et de pouvoir vous faire plus d'avis. C'est à ça que ça sert aussi en podcast, les back issues qu'on fait en VF et en VO, c'est pour attirer votre attention sur ces titres également. Mais donc voilà, il y a pas mal d'annonces qui ont été faites. Alors qu'est-ce qu'on peut un petit peu retenir? Tu fais la liste et je te dis c'est bien ou c'est pas bien. Non, ça va. On a encore un peu le temps quand même de discuter, donc on va pas non plus aller comme ça. The Joneses chez Aiwa, ça je suis chaud. La Fantastic Four, hein, ou les Indestructibles, pardon, dans l'univers de The Resistance. Donc c'est le premier spin-off de Resistance qui est pas après Erratic, qui est pas écrit par Straczynski. Moff, Straczynski, c'est Straczynski qui fait. En plus, c'était un petit projet. Donc voilà, des gens impactés par la pandémie qui a donné les super-héros, enfin les super-pouvoirs aux gens. Ils savent pas s'il faut ou non s'engager. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, mais attends, mais va pas si vite que ça. D'accord. Moi, je suis chaud. Je suis vraiment chaud pour ce titre et tout ça, parce que l'univers de The Resistance me parle depuis la sortie de The Resistance. De toute façon, c'est toujours quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et surtout, j'aime bien l'allure en fait de cette famille, tu vois. Alors je comprends pas pourquoi il y a Zendaya effectivement d'accord sur la couverture. Parce que Mike Deodato Jr. met toujours des acteurs célèbres dans ses comics en fait. Là c'est comme celui qui a fait la couverture, il se dit allez. Après, à voir à l'intérieur s'ils vont reprendre aussi un petit peu le délire. Mais après, c'est toujours intéressant. De toute façon, c'est vrai que le registre super-héroïque, quand il est détourné, quand il est parodié ou quand il est un petit peu corrompu, on va dire, je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse à chaque fois de voir qu'est-ce qui en est fait en fait et qu'est-ce que ça peut apporter. Et dans l'univers de The Resistance, de toute façon, moi, je suis à peu près très chaud de toutes les propositions qui peuvent arriver. Donc voilà, ça doit arriver au printemps prochain. Ouais, Michael Morrissey, Alessandro Vitti. Voilà, et Alessandro Vitti dessine bien. Il est très bien, très bien, carrément. Très très bon dessinateur. Italien en plus. Donc, Macke, c'est ta compagnonne, tu sais, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a même plus aucune justification. Non, mais en plus, tu sais qu'un jour on me l'a fait. Enfin, j'étais à la station F et faut passer ses passes sanitaires pour rentrer machin. Donc c'est la grande halle bar qui est à côté de la Felicita pardon. Qui, voilà. Et du coup je passe mon pass, tu vois, il scanne machin et puis je commence à marcher pour rentrer dans le truc et puis mais genre ça dure 2 secondes et il fait Tomasini, italien et tout, comme ça, tu vois, genre en mode si mon frère et tout. T'es tombé sur un parce que il y a beaucoup de serveurs et de personnes qui sont italiens en fait à la Felicita en même temps, ça s'appelle la Felicita. Ça veut rien dire. Si, je te jure qu'il y en a plein qui parlent italien du coup, tu vois. Ah ouais. Et du coup, moi quand j'y suis allé, il y a beaucoup plus de gens normaux. Ouais, non, mais du coup, il me fait, Tomasini, machin et tout. Je fais, si, c'est moi, vas-y. C'est le truc. C'est genre, vas-y, frère et tout. Hey, it's me. C'est ça, it's me, Arno. Allez, on continue. Bonne nouvelle du côté de Valiant qui fait revenir un duo de personnages qui sont iconiques chez eux. Ce sont bien entendu Archer et Armstrong. Donc, Armstrong qui est l'un des frères Anipada, donc, qui fait partie de cette fratrie d'immortels, un homme très bon vivant, très porté sur l'habiture et le cul, hein, pour le dire de façon très classe et avec distinction et élégance, puisque c'est un peu les termes qui me caractérisent de façon générale. Hein, avec de la bidoche et une casquette. C'est ça, ouais. Et lui, le Armstrong, c'est le petit Archer du coup, Obadiah Archer, qui est les petits blonds. J'aime bien. La première série de Fred Van Lente, elle était incroyable, elle était ultra marrant. Franchement, ça fait partie des comics qui m'ont fait le plus rire en fait, parce que vraiment c'est vraiment très 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 bon délire. C'était pas Winsor Smith qui les a créés?
Si, mais d'ailleurs, Bliss a édité le premier run de Barry Windsor Smith, effectivement. Donc, ultra bien dessiné, ça, belle édition. En plus, ils avaient fait une belle édition avec jolie dos toilette, tout ça. Vraiment très, très, très beau travail de Bliss, d'ailleurs. Et donc, il y avait eu une première série de Fred Van Lente où, grosso modo, en fait, Obadiah Archer, dans la dernière version du reboot de 2012 de Valiant, c'était en fait, un gamin, c'était un psiotique, donc un gamin doué de pouvoir, un petit peu, de super pouvoir, qui, en fait, était élevé par des parents adoptifs dans le but en fait d'être l'élu si tu veux de leur secte maléfique façon un petit peu limite Runaways un peu, tu vois, les parents qui sont un peu méchants comme ça. Et en fait, ils découvraient le poteau rose, ils s'enfuyaient, ils tombaient sur Armstrong et les deux commençaient en fait à affronter tout un groupuscule de sectes et de complotistes et tout ça avec des noms parfois délirants et des théories du complot mais complètement débiles et tout. Franchement, c'était bien avant notre ère et du coup à l'époque c'était hyper drôle. Aujourd'hui, ça, je pense, c'est peut-être un peu plus grinçant au final. Parce qu'à la fin, il affrontait les décideurs. Non, ça te va les décideurs. Non, incroyable, frère. Mais voilà, donc c'est disponible en intégrale d'ailleurs chez Bliss. Alors je sais pas si elle a été rééditée ou pas, mais si vous la trouvez encore d'occasion ou je sais pas quoi, franchement c'est trop bien, c'est super marrant et c'est vraiment un duo de personnages. Du coup c'est vraiment le buddy movie, tu vois, ils se ressemblent pas du tout mais ils s'envoient des fions tout le temps, ça il y a des vannes partout, tout ça, donc c'est vraiment très drôle, il y a de l'action et tout ça. Donc moi je suis super content de les voir revenir avec Steve Fox à l'écriture. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît dans l'humour, hein. Il a fait notamment une mini-série Spider-Ham Great Power, donc j'imagine que la rigolade il connaît. C'est Marcio Fiorito qui dessine. Je connais pas du tout par contre cet artiste, mais en tout cas je suis content de voir ces grands personnages revenir dans une série qui est annoncée comme une ongoing, ce qui est assez rare chez Valiant, qui faisait beaucoup de simples mini-séries et qui le disait dès le départ. Donc à voir sur la durée si ça va marcher. Mais c'est après les relaunchs de Shadowman, de Harbinger, de X-O Manowar, Archer et Armstrong, ça revient. Ne manque plus que les autres, mince, du coup j'ai Quantum et Woody, voilà, parce que c'est l'autre duo de héros stupides dans cet univers, sauf que Archer et Armstrong sont pas stupides. Quand tu me vous dis, enfin, c'est Deadpool, Woody est trop con, Woody est beaucoup trop con, c'est Woody ou c'est Quantum, je sais plus lequel des deux est vraiment trop stupide, mais voilà, c'est super marrant. Bref, j'espère que ce sera bien, parce que le 2022, normalement, ça doit être l'année où Valiant reprend des couleurs, donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Du côté des annonces aussi, dans l'indé, c'est ça, en fait, moi j'ai compilé des trucs, parce que il y a eu beaucoup de titres d'horreur qui ont été annoncés, chez plusieurs maisons d'édition différentes, ou parfois les mêmes d'ailleurs. Donc il y a notamment A Town Called Terror, qui est de Steve Niles, le créateur de 30 Days of Night, donc qui est une réussite dans l'horreur, clairement. Toi, t'aimes pas? Non. Désolé. J'ai jamais compris le succès. Ah ouais, c'est trop bien. Après, c'est vrai que ça tient beaucoup aussi à Ben Temple Smith au dessin. Oui, tu vois. Scénaristiquement, le concept c'était cool, franchement. D'accord. Cite-moi un autre truc bien de Steve Niles. October Faction en comics, c'est pas mal. Ah. October Faction en comics, c'est pas mal. No. Bah si. C'est pour le sake of the argument que tu dis ça. Non. T'es sûr? Oui. Ok, d'accord. Mais ce qui est très drôle, c'est parce que Steve Niles a fait les premières séries 30 Days of Night qui étaient vraiment cool. Il avait fait un remake de 30 Days of Night en 2017, où c'était dessiné du coup par j'ai même pas compris, c'était le remake du truc en comics où il refaisait en 6 numéros l'histoire, mais juste avec un autre dessinateur. Et là, par contre, c'était nul. Donc voilà, ça dépend du karma, mais là en tout cas il est avec Simon Kundransky qui est quand même un artiste, voilà, qui est quand même super doué dans les registres très sombres, dans le polar, dans l'horreur et tout ça, donc avec beaucoup de noir, beaucoup d'aplats, dans un ancrage très prononcé, et le concept c'est quand même un gars qui se fait enlever dans une ville qui a priori sert de refuge à toutes les créatures cauchemardesques des imaginaires et des folklores populaires. Le concept, moi, ça me va. Franchement, je trouve ça plutôt rigolo. Donc, ça arrive chez Image. On a aussi Bloodstained Teeth. Bien, ça. Qui a l'air plutôt cool, qui est écrit par Christian Ward. Donc, très, très bon artiste numérique qu'on a retrouvé sur Invisible Kingdom récemment. Ou Odyssey avec Matt Fraction auparavant. Ouais. Donc, voilà, qu'il a écrit un titre. Si tu veux bien me retrouver juste le nom de l'artiste. Patrick Reynolds. Oui, voilà, Patrick Reynolds. Avec Heather Moore aux couleurs. Ouais. Les couleurs ont l'air super belles. Ouais. Donc c'est quoi le principe? En fait, c'est que grosso modo, les vampires ici, dans son délire, en fait, ont formé un peu une forme de secte élitiste.
élite culturelle, élite sociétale, et grosso modo, on suit l'un d'eux qui clairement est un salaud et qui, pour le bon montant de pognon, en fait, vous proposera de devenir un vampire aussi. Donc c'est clairement les vampires vous sucent le sang, mais ils vous sucent aussi tout votre argent. C'est un peu l'idée derrière cette série qui a été inspirée, le Christian Noir le dit dans le communiqué de presse, qui a clairement été inspiré par le fait que en fait les gros riches de ce monde sont des putains de vampires aussi. Pour faire les touristes de l'espace, voilà, c'est ça, brûlant du kérosène. C'est ça. Et Arnaud, dans l'article d'ailleurs, comme journaliste politique et engagé, a dit nos chers milliardaires qui dépensent sans compter pour se payer 5 minutes de voyage dans l'espace, entre parenthèses, ou investir dans des trucs idiots comme les NFT. J'avoue, là, Et là, bam, ça prend quand même les cibles que personne ne prend. Hein. Ouais, c'est ça. ça va au-delà des conventions. C'est dur. Putain, hein. le mec est trop fort. Tu peux m'appeler Arnaud Plenel si tu veux, quoi. Mais après, le pardon arrive. Il faudra juste que je me fasse pousser une moustache, vous savez, et que je parle comme ça. Il est pas si vieux. Mais non, mais c'est pas qu'il est vieux, mais c'est qu'il a une voix comme ça. C'est vrai qu'il a une voix un peu bizarre. Vous savez, il est milliardaire. Bon, je l'imite moins bien. Enfin, à gauche. Oui. 2000 abonnés à Mediapart. Allez, Corentin. Tu te trompes quand tu parles quand même. Ah oui, c'est ça. Ouais. Oh, il m'a déçu, putain. Ouais, bon, écoute. La plus belle voix grave du milieu. Et REP puis, à la Team Burger Quiz. Et puis, ouais, il fait un truc comme ça. C'était assez triste. Ah, fait, du coup. Oui. Nightfall aussi, qui arrive chez Vought Comics, qui est un titre pour l'instant dont on ne sait rien, mais dont j'aime beaucoup le principe. Double feature. Voilà, c'est un double feature. Alors, le double feature, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'était. Autant du cinéma, quand le cinéma existait, c'était avant Netflix. Shut the fuck up. C'était des doubles séances de films d'horreur très tard le soir avec des œuvres qui n'avaient pas grand chose à voir entre elles, mais qui étaient des films d'exploitation, qui étaient mis bout à bout pour le prix d'une seule séance. Yes. Voilà, c'est trop bien. Et tu emmenais dans les drive-in, tu emmenais ta zouze et puis tu pécho, quoi. Exactement. Je suis très triste de jamais avoir fait une séance en drive-in d'ailleurs. Je place cette. Mais ça existe en France aussi, ou pas ? Non, en France, ça n'a jamais quasiment existé. C'est trop bizarre cette histoire enfin, tu viens avec ta voiture. Mais c'est la culture automobile. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment que tu sortais pas de ta caisse, du coup, en fait. Non, et t'avais un petit haut-parleur que tu mettais dans la bagnole. Tu sais, t'avais des bornes. Tu prenais le micro, tu mettais dans la voiture, et du coup, il y avait le son qui rentrait comme ça. Non. Si, bien sûr. Moi, je pensais que c'était avec des gros haut-parleurs. Ouais, mais bon, comment tu baisses les vitres et tout, le froid rentre. Mais tu fais ça l'été, justement. Ah, pas forcément. Tu fais ça, en plus, la nuit, il fait froid quand même, tu vois. Mais la nuit, non, mais il y avait aussi tu te réchauffes dans la voiture, c'est le principe. Franchement, est-ce que c'est pas l'ancêtre du Est-ce que c'est pas l'ancêtre du Netflix and chill, en fait? Tout à fait. Complètement. Le cinéma a inventé Netflix. Voilà. Non, mais. Voilà, donc ça s'appelle Nightfall. En fait, c'est en termes d'équipe créative que c'est pas mal intéressant, puisqu'on va retrouver Chris Sheehan et Daniel Kraus qui ont fait Autonal chez eux. Parce que c'est chez Vought, hein, donc Autonal a retrouvé chez 404 Comics et c'est de la frappe. Il y a aussi Tim Daniel qui est sur The Plot, a retrouvé chez iComics aussi. Il y a le deuxième tome qui arrivera cette année, c'est aussi fort sympathique. Ensuite que David Andry ou Skylar Patridge qui ont fait Resonant également chez Vought. Donc en gros, ils reprennent les créatifs de précédents titres horrifiques pour faire une sorte de double feature. Alors forcément, on va pas faire genre c'est incroyable de faire ce qu'ils ont fait au cinéma en comics parce que le double feature existe déjà. En fait, simplement, parfois, t'as l'histoire et le backup. Généralement, tu vois, c'est déjà un peu du double feature, finalement. Ouais. Donc, sauf que là, a priori, ça devrait vraiment être deux titres à parts égales, enfin, deux histoires à parts égales découpées là-dedans. J'imagine que en se mettant ensemble, il y aura peut-être un lien quand même entre les deux histoires, sinon c'est juste des histoires séparées ensemble. Après, pourquoi pas, en fait, deux histoires pour le prix d'une. Ça marche aussi, en fait, tu vois, de dire pour $4, t'auras au final vraiment deux histoires complètes. Moi, ça me va aussi, tu vois. Oui. Donc, à voir quand on aura les détails sur ce titre chez Vought, mais voilà, il y a des belles choses qui arrivent également de ce côté-là. On est content. On est un peu plus content qu'en début de ce podcast, tu vois, au final. Bah oui. Finalement, c'était pas si mal de mettre tout ce qui était nul. Ouais. Parce que maintenant. En fait, au début, tu vois, on parle de comment le marché n'évolue pas et personne ne s'intéresse aux comics. Et après, pendant une heure, on s'intéresse aux comics. Ouais, c'est ça. On se ment ensuite pendant une heure. Ouais, c'est ça. On fait comme si tout le monde avait quelque chose à foutre. Le méga event de l'été chez Marvel a été annoncé avec son équipe créative. Et ma foi, il y a peut-être raison de s'y intéresser puisque ça s'appelle Judgment. Mais attends, tout de suite, il me AVX2. Mais oui, non, mais attends.
Mais ça a l'air nul. Mais non, ça a l'air pas nul. C'est Judgment Day, donc le jour du jugement, et ça n'a rien à voir avec un procès aux assises, puisque en fait, ça sera Terminator 2. un affrontement en fait entre les X-Men et les Eternals, parce que grosso modo, les Eternals, suite aux révélations et tout ça qu'ils ont eu dans leur série par Kieron Gillen, se disent en fait que les mutants ne sont en fait qu'une forme de déviance qui cacherait son nom, et donc leur rôle c'est de les éliminer, et du coup ils veulent les éliminer, surtout que quand même les X-Men depuis quelques années ils ont un peu fait sécession, c'est pas très républicain tout ça, d'aller sur son île et de faire oui moi je fais la nation Krakoa mutante, je veux pas me mêler à l'humanité, et puis pas je terraforme Mars et puis on va faire un autre truc dessus et tout, c'est un peu anti-républicain. Qu'est-ce que tu imites là? C'est Xavier? Non, j'imite personne. D'accord. J'ai juste une voix de alors quand même, alors oui, c'est incroyable. Et donc voilà, donc forcément on va dire que les X-Men un peu séparatistes, ça commence à casser les pieds aux Eternals républicains, donc ils veulent se mettre sur la gueule. Et puis là, au milieu, qui c'est qui s'en mêle? Les Avengers. Ils vont faire non, s'il vous plaît les gens, arrêtez de vous battre, la violence ça ne règle pas les problèmes, il faut discuter. Trouvons un terrain d'entente entre l'extrémisme fasciste et la gauche. Ouais, c'est ça, et l'extrémisme islamo-séparatiste. Et là, du coup, forcément, ils vont faire la bagarre. Sauf que il y aura un quatrième acteur en jeu, on ne sait pas qui c'est, ça va être sûrement un gros méchant qui passait par là qui va faire oh, il y a de la baston, je vais aussi m'émuler parce que j'aime bien l'été. Pardon. Le commis des comics, la drogue caché. Non, ça pourrait être avec son accent marseillais, il arrive. Imagine le commis, il arrive en mode trop badass, c'est ça. Et tout. Mais en géant barbu comme ça qui arrive sur la terre, qui fait peu cher, qu'est-ce que vous branlez, putain. Tout le monde sait que c'est un Asgardien dans la vraie vie. Hein. C'est ça. Et donc, mais par contre, voilà, c'est écrit par Kieron Gillen et dessiné par Valerie Rochiti. Kieron Gillen, c'est un bon auteur. Il a fait un très bon travail sur la série Eternals. Il est aussi aux commandes du titre Immortal X-Men, où j'imagine j'espère que ce sera bien. Valerie Rochiti, il a déjà montré qu'il était de bon dessinateur sur les événements de cette envergure. Il était notamment sur Iron Man aussi. Sur Empire et tout. Moi, je l'aime vraiment bien. Moi aussi. La série Tony Stark Iron Man était vraiment cool avec Slott et lui. Contrairement aux blagues, je suis sûr que ses camarades italiens ont peut-être pu lui faire. Non, plutôt américain, tu veux dire. Ou dire. américain, ouais, c'est ça. Parce que du coup, chez les en américain, c'est-à-dire que c'est de la merde, tu vois, mais du coup, les dessins de Valerio Chitti, d'ailleurs, peut-être que ça se dit. Non, Skili, je sais pas, j'en sais rien du tout. Je crois que ils font le SCH comme nous. Je sais pas. Honte à mes origines, je ne le sais pas. Enfin voilà, c'est quand même une équipe créative pour moi, à mon sens, qui est de qualité, donc on peut espérer que toute proportion gardée, parce que ça reste un blockbuster de l'été de Marvel machin, avec effectivement du AVX qui est du EVX en fait, du coup, mais du AVEVX en fait. Tout ça, ça démarrera, il y aura un prélude dans le FCBD, FCBD Avengers X-Men au mois de mai, donc on pourra déjà un petit peu voir de quoi ça juge. Mais je sais pas, moi je trouve ça plutôt sympathique, quoi. Bah non. Non. Mais j'ai envie de te laisser quand même cette note d'optimisme, donc je ne vais pas contre-attaquer. Et parce qu'il y a un vrai event intéressant qui a été annoncé aussi. Donc voilà. Après, tu veux dire non, mais en fait, voilà, simplement, déjà, Marvel, les événements à la chaîne, je commence un peu à en avoir marre. Là, vraiment, si c'est ça le synopsis, si c'est les Éternels en ont marre des X-Men et pensent que c'est une race de déviants. Oui, ça, oui. Mais là, pour le coup, stop, quoi. Il y a pas... Les Éternels, c'est pas des débiles. Ça fait depuis toujours qu'ils existent en cohabitation tous les deux. Enfin, les deux peuples existent en cohabitation tous les deux. Il n'y a pas de raison particulière. C'est peut-être l'idéologie du monde, l'idéologie fascisante, c'est tout ça. Ils sont différents, faut les éliminer. Mais c'est pas une idéologie fascisante. Le débat, il est plus large que ça. Non, mais c'est séparatiste. Ouais. Mais alors, c'est normal que ce soit séparatiste. Mais on est d'accord. Mais nous, on n'est pas des Eternals. nous, on est carrément. T'as envie de kiffer, en fait. Après, Gillen, il est bon. Gillen, il est bon sur Eternal. J'ai pas encore lu les débuts de son truc sur X-Men. Mais c'est pas sorti encore, ça, en avril, je crois. D'accord. Chez Marvel, en tout cas, il a fait des bons trucs récemment. Mais voilà, pareil, la série Éternelle elle-même passait le twist, le fameux twist de fin du premier volume. Moi, je pense que c'est encore assez perfectible et c'est très loin de ce qu'il fait en indé en termes de qualité. Donc, je regarderai d'un œil assez distrait, mais franchement, les événements de Marvel en ce moment, ça me saoule grave. T'as l'impression qu'ils ont même plus envie de les justifier ou de faire des vraies conséquences à chaque fois. Genre là, t'as quand même la Reckoning War qui commence où on te dit ça va être la boum du multivers, ça risque d'être toute la réalité et toutes les réalités. Et ça, tu vois le truc, t'as l'impression qu'en fait personne n'en parle, qu'il y a que Dan Slott que ça intéresse, que ça a aucune conséquence dans les autres séries et tout. Est-ce que Dan Slott intéresse quelqu'un d'autre que Dan Slott? Il y a une époque, oui, il y a une époque qui faisait des trucs qui étaient plus. Franchement, depuis qu'il a quitté Spider-Man, mais Empire, c'était qui c'était Al Ewing aussi. Iron Man 2020, c'était qui? Oui, c'était Dan Slott, mais personne n'en a parlé d'Iron Man 2020. Non, mais il y a eu des tie-in, il y a eu une influence dans les autres séries, la Reckoning War pour l'instant. Ouais. Enfin, bref, ça pour dire simplement qu'il y en a marre des events, voilà.
Bam. Oh là Et un là, hot le take, mec. la prise, elle est chaude bouillante, mon gars. Et pourtant, Elle me brûle les doigts. et pourtant rien que de tu vas dire, peut-être dire d'autres trucs juste après. Voilà, mais, sauf chez DC, parce que DC, c'est mieux. Voilà. Ce parti pris. Non, franchement, en vrai, j'ai des critiques énormes à faire à DC aussi. Mais... Ce parti pris. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Chez Marvel, on pratique l'écologie, on recycle et on ne s'en cache même plus. On s'en bat les couilles. Puisque pêle-mêle sont annoncés, alors dans les titres rétro nostalgiques, on refait du New Fantastic Four. Donc les New Fantastic Four, c'était un moment en fait où ça a duré 3 numéros dans les années 90 où c'était, il y avait Hulk, je sais plus quoi là. Enfin, il y avait Non, c'était pas Hulk, c'était Fix-It. Enfin, c'était Joe Fix-It, ouais. Logan, c'était Spider-Man et un quatrième larron. Torche humaine. Voilà des. Ah non, je pense pas. Je pense pas qu'il y avait des membres de l'équipe originale. Hein. Enfin, de l'équipe des X-Men, des Fantastic Four. Non, je l'ai là, c'était Wolverine, Spider-Man, Ghost Rider, voilà. Parce que absolument rien à voir avec les Fantastic Four, c'est pas une famille, c'est pas non plus des héros. Non, mais c'était juste parce qu'à l'époque, les membres originaux étaient censés avoir été assassinés, du coup, ils avaient remplacé pour venger les assassins en question, et ça avait duré 3 numéros. Alors, c'est juste un team-up. Peut-être que c'est culte, je sais pas, tu vois. Mais moi, je pense surtout que les fans des années 90, tout est culte pour eux, en fait. Tout est culte de cette période-là. Non, mais moi c'est Marvel qui est persuadé que les fans des années 90 vont racheter absolument tout ce qu'ils ont connu dans les années 90 et qu'ils vont. Bah ça marche, non? Enfin, je crois. En tout cas, il continue. Mais voilà, à côté de ça, on te réannonce une forme de mini-event Spider-Man 2099, alors qu'il y avait déjà eu une forme de mini-event dans le run de Nick Spencer. Ouais, parce que c'était duré sur un mois. Oui, non, c'était éclaté en plus. C'était Doctor Doom 2099 qui cassait les couilles. Enfin, t'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Secret Invasion aussi, qui est réannoncé. Alors, même pas Secret Invasion. Parce que tu sais, ils avaient fait Civil War 2, ils avaient fait Infinity Wars. Ouais. Là, ils s'en foutent. Secret Invasion. Ouais, et parce que la série télé arrive. Oui, bien sûr. Non, mais ça, bien sûr, on s'étonne pas. Mais après, tu vas dire que les gens, ils vont faire bonjour, je voudrais lire Secret Invasion. Et l'autre, ils vont faire, bah alors, celui de 2008, 6, je sais plus, ou celui de 2022. Et ils vont faire, je ne sais pas, parce qu'il y en a un qui est bien et l'autre, c'est nul. Attends, parce qu'on est passé un peu vite. Très bonne blague, donc extraordinaire. On est passé un peu vite sur 2099 quand même. Ouais. Encore une fois, série de one shot. Ouais. Donc c'est un one shot, un point de vue avec Loki, Winter Soldier du futur et tout. Parce que Across the Spider-Verse aussi. Oui, en fait, bien sûr. De 99, il est plus là depuis un long moment et les mecs ils le ramènent pile quand le cinéma s'y intéresse. Alors que c'est un personnage qui est populaire, qui est un fan favorite de plein de gens et tout. Merde quoi en fait. Et même entre guillemets l'équipe créative qui a été choisie, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était pas un truc ronflant de ouf. Et ils nous refont comme justement les de Nick Spencer avec que des one shots parce qu'ils ont pas les couilles de porter une mini-série ou une maxi-série avec juste un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur ce genre de projet. Voilà. Pour revenir au truc que tu viens de dire, c'est moi je suis pas intéressé. Secret Invasion, ouais. Ouais, non, rien à foutre. Et Thunderbolt, pareil. Les retours, ils relaunchent aussi les Thunderbolts, les Savage Avengers. Même les Thunderbolts, en fait, ils le font tous les 2 ans en ce moment avec une nouvelle équipe, ça change pas, et c'est. Enfin, ça recycle, quoi. Les Savage Avengers, c'est pareil, c'était l'un des rares projets de la saga, de ces dernières années. En plus, un projet bizarre, parce que c'est quand même une équipe de super-héros menée par Conan le Barbare. Ouais. Donc déjà, de base, c'est une sorte de croisement assez hasardeux de franchise. La série, c'était de Gall, je crois, avait duré assez longtemps. 28 numéros. Hein. 28 numéros, c'est beaucoup quand même. Et finalement, ils reviennent au début, ils changent juste les personnages. C'est comme les Fantastic Four, voilà, ils changent juste les personnages en se disant, bah, ça va être. Ou les Thunderbolts, ça va être juste le nouveau gimmick, ça va être de mettre de nouveaux personnages et on en fout des personnages qui vont faire un peu fantasy comme le Black Knight. Alors, intéressant de voir que Elektra sera encore Daredevil dans cette version-là des faits. Pourquoi le anti-Venom qui revient alors qu'avant il y avait Venom. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Weapon Edge là. Mais on dirait qu'ils ont appuyé sur un générateur automatique d'équipe de super-héros un peu badass. Et voilà, quoi. Et tu dis, bon, déjà de base, l'idée était chelou quand même. Conan et les super-héros Marvel. Bon, je comprends, vous avez la franchise, faites-vous plaisir, mais. Il y a vraiment des gens qui sont passionnés par ce genre de truc. Moi, je te dis qu'on va avoir des Savage Avengers dans 2 ans avec Alien et Predator dedans. Hein. Oh oui, Dark Vador aussi. Et Mickey. Et Dark Vador dedans. L'enfer. Bon, allez, du coup, on passe du côté de chez DC pour avoir des nouvelles un peu plus enthousiasmantes. Déjà, d'une part, Daniel Warren Johnson qui revient avec un projet chez DC. Ça s'appelle la Jurassic League. Alors, bon, il ne dessine pas. C'est pas grave, c'est beau quand même. Ouais. C'est Juan Gedeon qui décide. A priori, c'est lui qui est à l'initiative de ce projet. Donc, pour résumer... ça va être rapide. Comment essayer de dire ça sans passer pour un enfant de 5 ans? C'est la Justice League. Et avec des dinosaures. Et c'est tout. Point. C'est la fin du pitch. Donc effectivement, ça c'est le pitch le plus framboisé du monde. ils ont dit, par exemple, très conscience que c'est un côté ultra régressif, ultra gamin des années 90, une époque où le dinosaure était roi.
je le rappelle, à la télé, ou un dessin animé, dans un jeu de plateau, etc. Il y a des dinosaures partout, c'était génial. Rendez ça plutôt que Jurassic World 3. Parce que voilà. Donc effectivement, alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, donc là, Clark Kent est toujours, enfin Superman est toujours un alien, mais c'est un alien brachiosaure, bleu, qui est anthropomorphe. Wonder Woman, c'est toujours une nana qui vient d'une civilisation un peu lointaine et ostracisée, etc. Mais c'est une tricératops, enfin une taurosaure en fait, parce que ça n'existe pas, les tricératops. Et Batman, effectivement, c'est un allosaure, qui a un ancêtre du tyrannosaure avec des petites ailettes comme ça sur la tête. Et il explique dans le communiqué de presse que oui, ses parents ont été tués, et oui, il a décidé, l'allosaure, de se déguiser en chauve-souris pour instiller la peur dans les cowardly lots que sont les criminels et tout. Les tyrannosaures criminels. Vous imaginez un tyrannosaure qui se dit putain, il faut que je me déguise en chauve-souris pour faire peur et tout. C'est un chaîne alimentaire, ça. Et donc après, voilà, le Joker, c'est un dilophosaure, je crois. Donc, qui est la bestiole qu'on voit dans Jurassic Park, avec pareil, la collerette comme ça, pour le côté, c'est un showman et tout. Et ils sont vraiment des bastons de dinos. Enfin, les visuels sont trop bien. C'est ultra puffy. Enfin, ils sont tous ultra musclés, tout petits, un peu cartoon, quoi. Vraiment, c'est un dessin animé des années 90. À la Dino Riders, à la Cadillac et Dinosaur, à la, en fait, surtout Tortue Ninja, en fait, et Street Sharks et Extreme Dinosaurs. Puisque après le succès des Tortues Ninja, j'avais écrit un papier là-dessus à l'époque. Sur les spoofs, ouais. Il y avait eu plein de clones en comics, comme les Dirty Jeans Kangourou, etc. Ou les hamsters Black Belt, etc. Mais il y avait aussi beaucoup de clones en animation. D'ailleurs, on considère que les Bikers Bites from Mars, les souris de l'espace en moto, design incroyable, sont des clones de Tortues Ninja. Il y avait aussi des animaux de ferme qui étaient des cow-boys, je crois, à un moment donné. T'avais les Beetleborgs, n'importe quoi. T'avais le cartoon du Toxic Avenger aussi. Et t'avais plein de héros un peu mutants, un peu crado, ou alors un peu animaliers, comme les Street Sharks, qui sont exactement un spoof des Tortues Ninja. Ils sont 4, sauf que c'est des requins et qu'ils aiment les burgers au lieu d'aimer les pizzas. Après ça, c'est exactement la même chose. Donc c'est un peu le même délire. Et aussi inspiré par Age of Reptiles de Delgado, un super roman graphique muet sur la vie d'un dinosaure, enfin du monde des dinosaures, inspiré par le cinéma de Kurosawa, où t'as un dinosaure un peu Yojimbo qui traverse les étendues désertiques et qui se bastonne et qui mange, c'est trop bien. Donc voilà, moi j'avoue que ça coche toutes les cases de ma vie rêvée, puisque c'est Batman qui est un dinosaure et Superman qui est un dinosaure, Triceratops c'est Wonder Woman. Yes, on a compris. Donc on est content. On est très content. Oh, c'est débile, j'aime bien. Mais c'est de la bonne débilité. Est-ce que t'as pas peur qu'il nous parle de Midlife Crisis? Ah bah si, le connaissant Warren Johnson, de toute façon, il y aura quand même un autre propos derrière, je pense, tu vois, ou derrière l'absurde et l'action des débiles, en fait, il y aura une vraie réflexion sur la crise de la quarantaine. Ou alors, toute la série est normale et juste trop fun et tout, et à la fin, il y a la météorite qui arrive. Imagine. Ah ouais, ça et Clark essaie de l'arrêter, il n'y arrive pas, ils meurent tous. C'est vrai que ça peut être aussi, c'est clairement un peu le genre de délire de l'auteur, mais en tout cas, voilà, Johnson, régale-nous, on te fait confiance avec Gideon également. Et du coup, autre grosse annonce de DC, c'est la Dark Crisis qui arrive. Alors, que se passe-t-il avec ce prochain event, donc fomenté par Joshua Williamson? Donc, tu m'as dit qu'on pouvait spoiler Infinite Frontier? Alors, Infinite Frontier, c'est sorti en France depuis le début de l'année, donc je pense qu'on peut spoiler ce qui se passe dedans. Si vous avez du retard sur DC récemment... On spoil pas Justice League Incarnate, par contre. Non, t'inquiète. Si vous avez du retard dans ce qui est arrivé récemment, allez 5 minutes en avant dans le podcast. Je vais essayer de faire ça très vite. Donc, Joshua Williamson est devenu le nouveau scénariste, architecte, capitaine de l'univers DC. Il a fait l'événement Infinite Frontier, dans laquelle Darkseid revient. Donc, on se rappelle, Death Metal, Wonder Woman et les mains, enfin la quintessence, restart l'univers en disant grosso modo que la compassion de Wonder Woman les a inspirés à ne pas détruire l'univers après le Darkest Night et à relancer un omniverse, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le multivers principal et il y a les anciens multivers, donc les multivers pré-Crisis et le multivers pré-Flashpoint, qui ont été sauvés eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ont été ramenés du néant eux aussi, avec tout ce que ça comporte comme personnage à rapatrier. Darkseid, de son côté, lui, a fusionné avec toutes ses entités précédentes, enfin ses incarnations précédentes. Du coup, c'est devenu le super Darkseid très vilain. Et les différents vilains des événements précédents, donc la Gentry de Multiversity, Paria aussi, qui était le personnage qui avait qui pensait avoir causé l'apparition de l'Anti-Monitor dans l'univers pré-Crisis, puis qui avait été sauvé par le Monitor, est revenu aussi. Et donc voilà, bref, Darkseid faut monter un plan avec Psychopirate, avec le Upside Down Man.
pour essayer de niquer la réalité comme d'hab. Il n'y arrivait pas, et là il se disait, écoute, je vais essayer de capter l'énergie de la Great Darkness, donc qui est une invention de Grant Morrison, de Alan Moore, pardon, qui apparaît dans Swamp Thing, en tie-in, dans le Swamp Thing, dans le Crisis Companion, en tie-in à Crisis on Infinite Earths. Ça a l'air très compliqué tout ce que je décris, hein. Lisez les fiches Wikipédia. Donc, revenons au début. Crisis, il y a l'événement principal où on bastonne l'Anti-Monitor, et il y a un événement séparé qui est donc dans Swamp Thing, où la Great Darkness, qui est donc les ténèbres originelles avant le Big Bang, tente d'envahir la réalité, et des magiciens la combattent. Après ça, on a eu d'autres occurrences de cette énergie qui, grosso modo, voilà, c'est un peu comme l'équation de Nantivy, c'est le mal absolu, c'est le chaos, c'est la fin de la vie, etc. A fini par être le motif principal de la saga de Williamson, puisque dans Infinite Frontier, Williamson nous explique que l'Anti-Monitor était allié de la Great Darkness, que la Gentry était créée par la Great Darkness, que la main vide, qui est l'inverse de la main de la quintessence, enfin des mains de Scott Snyder, on va dire, qui, en se serrant la paluche, on finit par littéralement, hein, c'est la main du chaos et la main du bien qui se serrent la main et qui du coup font que l'univers est en équilibre entre bien et mal. Et voilà, tout ça, grosso modo, c'est un petit peu les grands principes fondateurs de Infinite Frontier, qui nous expliquent que la Great Darkness serait un peu le personnage caché depuis le début, et que elle aurait eu une influence dans la création du multivers noir de Snyder, dans l'apparition des vilains de Multiversity, etc., etc., etc. Donc maintenant, il est temps de faire revenir ce personnage-là. C'est donc tout à fait cohérent dans le court run pour l'instant de Williamson, avec justement d'un côté Darkseid qui veut capter l'énergie de la Great Darkness, et Paria, puisque à la fin d'Infinite Frontier, Barry Allen, en s'échappant de l'influence de Darkseid, se retrouvait dans le multivers 2. Donc, comme il y a Terre 2 par rapport à Terre 1, maintenant il y a multivers principal et multivers 2, qui est donc l'ancien multivers pré-Crisis, qui a été détruit, donc, où Paria, lui, est encore enfermé, parce qu'il est revenu aussi, il est ressuscité, Paria, après avoir été tué il y a assez longtemps maintenant. Et donc Paria va essayer alors il a enfermé Barry dans une petite poche de réalité, il va essayer de capter la Great Darkness pour ramener son univers. Donc évidemment ça paraît très très compliqué, très touffu, très bordélique. Bah là, en face t'as Thomas Wayne qui donc le Thomas Wayne de l'univers Flashpoint, qui était revenu après Button, puis dans le run de Tom King, où il y avait le combat entre Batman Père et Batman Fils, c'était pas le meilleur moment du run. Péter le dos par Bane, puis tout va bien, il revient à la normale. Un vaisseau multiversel le prend, le capte, puis finalement il disparaît et il réapparaît dans sa réalité Flashpoint. Donc ça, c'est Flashpoint Beyond qui arrive, de Geoff Jones. Et on t'explique dans Incarnate qu'il a aussi, enfin ce Thomas Wayne-là a aussi croisé l'énergie de la Great Darkness. Donc c'est super bordélique. Enfin vraiment, tu te demandes comment Williamson il arrive à se retrouver dans son schéma avec des pions, etc. Là pour le coup, c'est vraiment, il faut avoir lu quand même tous les events pour comprendre ce qui se passe, hein. Grosso modo, ouais. Voilà. Donc on pourrait résumer ça à grand vilain et ancien, mecs traumatisés qui veulent récupérer la même énergie du chaos pour l'un sauver son multivers, l'autre détruire le multivers. Voilà, c'est aussi simple que ça en vérité, mais c'est un peu enthousiasmant parce que moi, je suis un des Cézouz, à la racine. J'aime bien toutes ces conneries de grands concepts fondateurs et de grands multivers qui veulent absolument rien dire dans la réalité quotidienne des super-héros, mais qui font plaisir. Ah si, quand même rappeler, voilà, Williamson a aussi dit que s'il tuait justement les personnages de Justice League dans Justice League 75, c'est pour justement faire une crisis qui se basera au niveau des héritiers, anciens sidekicks qui deviennent des super-héros, de Jonathan Kent, qui sera du coup le vrai Superman, qui devra gérer, contrairement à son père qui a beaucoup de bouteilles d'expérience dans les crises. Lui, ce sera sa première crise vraiment majeure. Pareil pour Yara Flor. Ouais. Alors là, inexplicablement, parce que Wonder Woman, ça s'arrête encore là, hein, elle est revenue de la Godsphere depuis longtemps. Ouais, mais donc, elle se butait aussi dans Death of Justice League. Mais ça, c'est trop bizarre. Enfin, normalement, elle a acquis un statut d'être tutélaire. Ouais, mais justement, elle revient dans le monde du réel, c'est parce qu'elle est de nouveau mortelle, en fait. Tu vois, je trouve ça bizarre. Enfin, on dirait vraiment que Death Metal n'a pas eu lieu, quoi. Bah, en même temps. Mais oui, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça me va, que Death Metal n'ait pas eu lieu. Tu m'as bien eu. Et donc voilà, c'est le Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, quoi, grosso modo. Il y a plus de tout, il y a plus de multivers, plus de vilains, plus d'énergie, plus de potentialité de destruction. Maintenant, on claque des doigts et on éclate des univers entiers. Et Daniel Samper au dessin, ça va être fait. Daniel Samper au dessin, tout à fait. 2 numéros, alors un Free Comic Book Day, qui n'aura pas lieu en France, du coup. Et, si, non. Le FCBD France, c'était une blague. Et un Road to Dark Crisis qui sera du coup une anthologie avec différentes contributions pour probablement poser un peu les choses, voir différents points de vue de personnages par rapport à l'espèce de grand jeu d'échecs. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud, toi, de tout ça?
C'est du porn. Ça, c'est vraiment du DC Continuity porn de ouf, quoi. Mais après, ça, je trouve que Williamson, depuis le début d'Infinite Frontier, il le fait super bien. Alors, effectivement, il y a sûrement un problème d'accessibilité pour les gens qui dosent pas DC. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont décroché dans et surtout les Crysis depuis Crysis on Infinite Earth. Mais c'est clair que quand tu te passionnes de ce genre de questionnement et de grandes intrigues multiverselles, en vrai, c'est du cosmique. C'est du kiff, quoi. Ouais, c'est moi, je kiffe, quoi. Je kiffe ce cosmique-là, tu vois, justement, qui est fait avec un vrai amour et une vraie passion de l'histoire de DC. Et puis, au pire, même si tu comprends pas, c'est pas grave, tu lis le truc, et après, tu te diras, bon, bah, d'où ça venait, et puis tu retrouves. Et après, bah, de toute façon, c'est des récits qui t'amènent à t'intéresser aux précédentes crises. Et en fait, faut pas en avoir peur parce que malgré leur dimension, ça reste de la BD à lire, tu vois. Mais le truc, c'est que justement, même si t'as pas compris et que tu décides de t'intéresser, c'est-à-dire qu'à terme, tu vas finir par lire Final Crisis, tu vas finir par lire Infinite Crisis et aussi Crisis on Infinite Earth. Et j'ai envie de dire, mais quel bon moment tu vas passer. Franchement. Même s'il est plutôt recommandé de les lire dans l'ordre chronologique quand même. Oui, effectivement. Oui, si tu commences par Final Crisis. Non, alors, mais moi j'ai commencé par Final Crisis. Oui, t'as rien compris. Non, mais c'est pas grave, j'ai kiffé. J'ai kiffé que je comprenais pas. J'ai kiffé. Après, je l'ai relu 10 années plus tard et là, je l'ai réellement compris. Mais la première lecture, effectivement, j'ai rien bité, mais j'ai kiffé. Je me disais, putain, c'est ouf, il y a tellement de trucs et tout, c'est riche et tout, c'est génial, trop cool, tu vois, c'est pas grave. Hein. Ce qui est marrant, c'est que Williamson, quand même, il s'est vraiment révélé. Ah, là-dessus, ouais, par rapport à The Flash. C'est en capitaine de l'univers DC, en fait, le mec, c'est un vrai nerd, il met les bons éléments. Ouais, non, mais il gère plutôt bien, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir sa progression. Donc, non, bah. Et même DC a l'air de comprendre que l'intérêt de faire un événement par an qui fasse vraiment bouger la saga. Au global, parce que là, Infinite Frontier. Bah après, oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à côté, là, en ce moment, enfin, au mois de mars, il y aura 3 crossovers quand même, soit qui sont, t'as Shadow War, Trial of Amazon et War for Earth 3, donc ils font quand même aussi leurs petits événements à côté. Je vais lire dans le tas. Rien. Non, si, franchement, moi j'aime bien ce qu'il fait. Du coup, Shadow War, hein, voilà, aussi, avec Robin et Deathstroke, je trouve que pareil, il est pas mauvais. Ouais. J'ai pas lu son Batman encore, mais. Allez, on continue. Ça vient de démarrer. Pardon. Non, ça. Je sais plus. Pardon, je m'embrouille. Je voulais dire, on termine maintenant. Enfin, on continue avec la partie écran. Allez, on essaie de faire ça rapidement. Tout d'abord, juste un teaser vidéo pour Diabolical qui permet surtout d'en apprendre beaucoup sur le casting. Moi, j'aime bien surtout quand même que dans le teaser, on voit 3 Homelander avec des styles graphiques différents. Ouais, donc, ça, c'est juste cool. Ce sera ce que What If n'a pas voulu faire, c'est-à-dire varier de styles et d'équipes créatives par épisode. Ce qui fait que si on n'est pas fan d'un tel épisode, on pourra quand même revenir la semaine suivante. Ouais. Pour le truc. Alors au niveau du casting, quand même énorme cast. Avec Jason Isaacs, Don Cheadle, Aisha Tyler, Kieran Culkin, Kumail Nanjiani, Seth Rogen, je sais pas si tu sais qui c'est, Evan Goldberg, Justin Roiland, Kenan Thompson, Andy Samberg, Ilana Glazer, Elliot Glazer, Chase Crawford, je sais pas si tu sais qui c'est, Kevin Smith, je sais pas si tu sais qui c'est, Ben Schwartz, Giancarlo Esposito, Elizabeth Sue, Simon Peck, je sais pas si tu sais qui c'est, Nassim Pedrad, Michael Cera, je sais pas si tu sais qui c'est, Yang Yoo-jung et Anthony Starr. Juste le dernier, c'est connais pas. Non. Pourquoi tu prends toutes mes vannes que j'écris? Mais parce que tu écris bien les vannes. Du coup, attends, quand même, Michael Cera, Simon Pegg, Kevin Smith, Giancarlo Esposito, frère. Ouais, bah lui, il était déjà dans la série, donc. C'est vrai, oui. Mais quand même, tu vois, il y a le niveau, Andy Samberg, le niveau est haut, qui a participé à l'écriture aussi dans l'épisode. Donc, quand même, gros délire. Moi, j'ai hâte de voir l'animation, si c'est à la hauteur. Ils ont confirmé pastille de 10 à 12 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était sûr que ça allait pas être très long de toute façon. Voilà. Quoi. Donc, il sera très, à mon avis, il sera très gonzo, quoi, clairement. Tu vois, Mister Robot à la narration. Ouais. Donc franchement ça fait plaisir, ça arrive tout bientôt, ça arrive au mois de mars sur Prime Video et on sera bien évidemment au rendez-vous pour vous en parler. Autre nouvelle du côté des adaptations, c'est The Banks de Roxane Gay et Ming Doyle qui est une bande dessinée sortie chez TKO qui a trouvé sa VF chez Panini Comics et qui devait être adaptée à la base au cinéma. Sauf que depuis TKO a signé un accord avec New Regency pour faire pas mal d'adaptations de leurs comics et donc maintenant ce sera une série de télé en production donc chez New Regency. De quoi ça parle? Grosso modo, de quoi ça parle, Corentin? The Banks, c'est d'une famille de braqueuses. Oui, tout à fait. C'est la grand-mère d'abord qui, parce que son mari était un cambrioleur, le suivait dans ses aventures. Le mari est foutu en prison, du coup, il faut que la grand-mère élève la fille, enfin la mère du coup toute seule. Et donc elle continue à braquer. Elle apprend à sa fille à braquer. Sa fille braque et ensuite elle veut le transmettre ça à leur petite fille, enfin leur petite fille, qui elle dit non, moi je veux pas être une truande, je vais entrer dans la carrière. Elle rejoint un cabinet de placement financier, des experts comptables qui font de l'investissement bancaire. Et il se trouve qu'elle pense pouvoir justement devenir associée, partenaire, etc. Mais elle s'aperçoit qu'en tant que femme noire,
On lui fermera toujours la porte au nez, et vu le passé de sa famille aussi, ça va risque de bloquer. Donc elle va revoir sa mère et sa grand-mère et elle leur dit les gars, on a un client, c'est Jeff Bezos, c'est une grosse merde, on va lui piquer sa thune et sa fusée en forme de bite. Et c'est exactement ça le scénario. Oui. Et du coup, après, bon, elle s'engueule un peu en mode genre ouais, mais attends, t'as pas voulu être dans la carrière avec nous et tout. Et finalement, bon, elles vont faire le braquage. Cool. Ça rejoint les films comme Widows ou la série avec Christina Hendricks sur les truands un peu modernes, ou même le film The Kitchen parce que Mingdale a déjà été Les Baronnes. Ouais. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est le premier contrat de TKO avec Regency après qu'ils aient signé un contrat plus massif et c'était quasi sûr qu'ils allaient aller par là dès le début. Enfin, on prend. C'est plus facile à adapter. Hein, oui, sûr. Puis c'est sûr que Sarah, en comparaison, ou Sentient, ça demande plus de moyens ou un public très différent. Donc chouette. Et c'est la scénariste Roxane Gay qui va écrire le scénario de l'adaptation elle-même, en tout cas le premier traitement. Donc ça leur fera de l'argent et ça fera de l'argent à TKO pour continuer à produire de la BD. Très bien. Du côté des annonces aussi, on a eu pas mal du casting du American Born Chinese sur Disney+, donc avec Michelle Yeoh notamment qui va retrouver Daniel Destin Cretton après Shang-Chi. Ouais, elle jouera la Tati du héros. Donc on rappelle American Born Chinese, qui est un des premiers romans graphiques de Jin Wen-yang, longtemps avant de devenir la vedette qu'il est aujourd'hui dans le roman graphique jeunesse, parce que c'est quand même maintenant l'un des mecs qui compte le plus, qui est le plus Eisnerisé sur ce terrain-là. Donc on a Ben Wang qui jouait dans The Last OG, qui sera le héros. C'est un gamin qui est descendant de parents vietnamiens, je crois, taïwanais, pardon, et qui justement ne sait pas trop que faire de cet héritage, cette identité. Et il est traversé par l'apparition des personnages qui, dans la BD, est vraiment le personnage asiatique qu'on voit dans Lucky Luke. Vraiment, c'est la caricature raciste, avec les grandes dents, les yeux bridés à mort, la petite tresse et le chapeau, la tenue très traditionnelle raciste. Donc là, en l'occurrence, ils vont probablement mettre à jour, puisque ce sera Jonathan Kekwan, qui était donc le gamin qui jouait 2001 dans Indiana Jones 2 et Data des Goonies, qui lui va jouer un personnage qui s'appelle Freddy Wong et qui a priori serait plus une caricature plus moderne d'un personnage asiatique qui sortirait d'une sitcom des années 90. Donc voilà, ils vont pas refaire vraiment le péril jaune et tout. On a Daniel Wu de Into the Badlands, très bon acteur physique que j'aime bien, qui fait plein de films de merde à Hollywood, mais qui fait plein de films d'action super cool à Hong Kong, qui jouera lui Sun Wukong. Donc le fameux héros de la pérégrination vers l'ouest qui au départ veut casser la gueule à Bouddha parce qu'il veut juste boire et baiser. Après il va dans une montagne et finalement il finit par accompagner le moine en trimballant les fameux parchemins de la Chine vers l'Inde. Bon, lisez tout ça sur Wikipédia, je sais pas non plus parce qu'on n'a pas le temps. Sydney Taylor qui sera a priori la seule blanche du casting, enfin la seule actrice caucasienne du casting, puisque Jin Wang dans la BD est amoureux de ses camarades de classe qui donc est une fille américaine classique. Elle, on l'a vu dans Nashville. On a Chin Han, le vilain de Marco Polo, le chancelier qui fait la technique de la boxe de la menthe religieuse. Incroyable. J'ai pas regardé Marco Polo. J'adore ce mec. C'est une très mauvaise série, mais c'est super marrant à regarder. D'accord. Le mec qui joue sans yeux, là, son maître chinois, enfin son maître, sont tous chinois, son maître chinois aveugle qui lui apprend le kung-fu, c'est incroyable. C'est une série qui est super bien si vous êtes comme moi, fan des films de Jet Li et de Jackie Chan. Yeo Yan Yan, qui elle, pour le coup, a pas vraiment une carrière aux États-Unis. Elle a fait quasiment que des films asiatiques, qui jouera la maman. Et puis voilà. Donc c'est puis un casting de vedettes qui sont connues en Asie, mais aussi beaucoup connues aux États-Unis. Alors pas forcément que pour des bonnes productions, mais on voit que Cretton va justement aller là où il voulait aller avec Shang-Chi. C'est-à-dire sur le côté, c'est quoi grandir aux États-Unis de parents asiatiques. Ce qu'il a pu faire un peu dans Shang-Chi, mais pas forcément beaucoup. Donc là, il s'intéresse à ce format-là. A priori, vu le succès du film, je pense que Disney va le laisser bosser. Ça fait une création originale quand même pour Disney+. Parce que pour l'instant, c'est quand même Disney+, c'est quand même beaucoup de produits Star Wars et Marvel et pas beaucoup de créations originales, ou alors Disney Channel. Donc pourquoi pas, il faudra voir ce que donne Cretton quand il n'a pas le contrôle créatif de Kevin Feige à respecter. Très bien. Allez, on termine avec une partie cinéma. Alors une question, Barbarella est de nouveau optionnée pour le cinéma, Corentin ? Oui, alors ça peut tout et rien donner. Donc Barbarella, effectivement, au départ, un comic strip de Jean-Claude Forest français. Oui, monsieur. Qui donc est considéré comme l'un des inventeurs de la BD érotique, ce qui est faux, évidemment. Il y avait déjà les Tijuana Bibles longtemps avant que Barbarella n'apparaisse. Mais c'est l'histoire d'une petite aventurière cosmique à la Flash Gordon, mais qui est sexy et régulièrement dévêtue. Et dont le physique était inspiré par Brigitte Bardot, très bonne bande dessinée qui a été éditée en plusieurs reprises, d'ailleurs aux États-Unis, il y a même des versions censurées, on voit moins la poitrine de l'héroïne. Voilà. On la rhabillait parce que tu comprends, les seins c'est dangereux et ça rend les enfants fous et dangereux et tueurs.
Voilà, n'est-ce pas Arnaud Kikou? Ah bah, ouais, voilà. J'en suis la preuve vivante. Exactement, toi qui as tué 18 personnes parce que tu as vu 18 paires de seins. Voilà, c'est ça. Une paire de seins, un meurtre. Une paire de seins, un meurtre. Voilà. C'est systématique. Donc, effectivement, donc c'est une BD qui est culte, qui a été longtemps rééditée, qui est traduite aux États-Unis par Kelly Sue DeConnick, et qui finalement aujourd'hui est adaptée aussi au format comics, puisqu'il y a plusieurs séries de comics Barbarella qui ont été produites par Dynamite Entertainment avec du McCarey notamment. Des séries de bonne qualité d'ailleurs, hein, pas forcément extraordinaires, mais qui sont très bien foutues. Si vous aimez Money Shot, ça pourrait peut-être vous plaire ça pourrait vous intéresser de vous y intéresser. Et effectivement, donc c'est la Columbia Pictures, une filiale de Sony, qui a mis une option avec les héritiers de Forrest et Jean-Marc Lofficier, grand nom de la scène française aux États-Unis quand même. On vous en a déjà parlé, je crois, il me semble. Donc à voir si ça donne un film ou une série ou un truc. Il faut rappeler quand même que pour beaucoup de gens, Barbarella, c'est pas de la BD, c'est d'abord un film avec Jane Fonda en 68, réalisé par Vadim, français aussi d'ailleurs, un proche de Brigitte Bardot. Comme quoi, bizarrement, c'est pas elle qui jouait dans le film. Voilà, et ce film-là est culte parce que c'est pareil, c'était un petit peu un précurseur en termes d'imagerie érotique au SF à l'époque, même si en vrai, il y a rien dans ce film. Il y a juste des cuisses apparentes et l'orgasmotron qu'ils ont quand même adapté. Donc, imagine où tu vas et tu fais l'expérience de l'orgasme ultime et tout. Qu'est-ce qu'il y a, Arnaud ? Plutôt cool. C'est le côté pipoudou un petit peu qui te fait. Ouais, Mais donc, du coup, voilà, bon, le film a effectivement un côté un peu franchise et qu'on sait que Sony est vachement dans le côté. Pas que Sony d'ailleurs, hein, MGM, la plupart des studios d'aujourd'hui prennent les succès d'hier pour en faire des trucs contemporains. Maintenant, je pense pas qu'on soit dans la bonne période pour faire un film Barbarella. Une série Barbarella, à la limite, en mode vraiment érotico SF, comique et tout, pourquoi pas, mais un film, connaissant Sony Pictures, j'y vois mal aller dans un truc de cul. Ou même un peu coquinou aujourd'hui, enfin, ça me paraît très super bizarre, quoi. Ouais, effectivement. Et s'ils le font, il faudra appeler évidemment Lily James ou bien la nana de. Ça nous fait pas part de tes perversions dans le podcast, Corentin, s'il te plaît. Non, la nana de Queen's Gambit, comment elle s'appelle déjà ? Elle ferait une super. Anna Taylor-Joy. Ouais, Anna Taylor-Joy. Alias l'une des plus belles femmes de la Terre. Attends, qu'est-ce que je disais ? N'expose pas tes perversités dans le podcast, s'il te plaît. C'est pas perversité, elle est magnifique, c'est tout. C'est vrai qu'elle est rien de pervers. aussi. Oui, mais oui, on sait pas que tu veux l'avoir en Barbara, parce que tu vas avoir toute nue. Hein ? Voilà. Bravo, Corentin. Oui. Bravo. Non, juste en il faudra qu'il y ait aussi, alors, d'accord, il faudra aussi des garçons tout nus pour compenser et pour offrir du high candy à tout le monde, Corentin, d'accord ? Tout à fait. Allez. Démocratique high candy. Voilà. Allez. Bon, de toute façon, ils le font en film Boundless Comics. Tout le monde est tout nu tout le temps. Mais avec une vraie histoire, ça s'appelle Euphoria, ça. Non. Ouais, c'est vrai aussi. Allez, du coup, on va terminer cette partie cinéma avec Sony Pictures, toujours, qui nous régale. Hein. Ils sont là, ils font on va faire des films de l'univers de Spider-Man avec des personnages de Spider-Man, mais sans Spider-Man dedans. Avec que des réals bien, que des acteurs bien, mais les films seront toujours nuls. Enfin, pour l'instant, on sait pas, peut-être qu'il y aura Spider-Man dedans, puisque bien entendu, les forceurs des internets sont là tous les jours à demander The Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield. Ce à quoi on leur répond d'aller gentiment et cordialement se faire mettre, mais en dehors de ça, Sony avance quand même sur son univers de film partagé sans Spider-Man, avec Dakota Johnson qui doit être Madame Web. Alors sûrement la version, pas la version âgée du personnage, mais plutôt celle qui a repris, c'est Julia Carpenter qui a repris en fait dans les comics, parce qu'on imagine mal Dakota Johnson jouer une femme âgée dans un fauteuil. C'est ça que moi je comprends pas. Enfin, pourquoi ? Parce qu'elle a fait un film Spider-Woman, non ? Oui, mais elle a le physique. Oui, mais c'est parce que c'est Madame Web, alors avec les pouvoirs de lire le futur du multivers. Et je te dis, de toute façon, Sony, ils vont faire que ça, ils vont juste jouer sur la corde multivers. Là, justement, ils vont faire. Regardez, il y aura peut-être Garfield. Ça marche. Hein. Oui, mais bien sûr, non, ça marche. 6 milliards. Oui, c'est incapable d'ailleurs. Ça, c'est des blaireaux, c'est tout. Ouais. Et oui, de Johnson. Pardon, vas-y, finis. Et à côté, du coup, Russell Crowe, lui, par contre, va rejoindre le film Kraven the Hunter, donc pour donner la réplique à Aaron Taylor Johnson. Et qu'est-ce que des accents russes de partout, mon gars. Ouais, c'est ça. Sergei. Non, mais grosso modo, enfin, c'est quasiment sûr qu'il va jouer le père. En fait, moi, je pense que Russell joue Kraven l'original et que Taylor Johnson joue Kraven, son fils Claude, machin, tu vois, comme dans les comics. Tu veux faire un pari kebab ? Ouais, vas-y, on fait un pari kebab. Moi, j'y crois aussi, mais j'ai envie de. D'accord. Pour l'amour du jeu. Russell Crowe, c'est quand même Jesse Chandor qui réal Kraven. C'est quoi, c'est Triple Threat, c'est ça ? Triple Frontier et Most Violent Year. Des très bons films, bien, quoi. Ça, franchement, c'est trop. Après, moi, j'aime pas Triple Frontier pour son propos politique que je trouve abject, mais honnêtement, ça reste un très bon film. Et justement, c'est un film de chasse à l'homme, hein, littéralement. Il y a des très belles scènes de commando. C'est un mec qui peut faire
un truc un peu énervé s'il veut. Pour Madame Web, on avait la réalisatrice aussi, mais je n'ai plus son nom en tête. Je crois que c'est une meuf qui a fait quasiment que de la série télé. Mais de la bonne série télé, a priori, elle a fait du Succession ou du HBO déjà de base. C'est ça. Donc voilà, que te dire? C'est S.J. Clarkson, effectivement, qui va faire le film Madame Web ou Spider-Woman, on va dire, et qui, voilà, effectivement, a fait plus de séries télé avec Succession, Banshee, Jessica Jones ou The Defenders, et le film Toast en 2010 que je n'ai pas vu. Donc Madame Web, j'avoue, pour moi, effectivement, si le but c'est d'avoir une sorte de... Enfin, l'équivalent de ce qu'il y a dans la série animée Spider-Man, c'est-à-dire une sorte de guide du multivers, et que c'est encore une fois un truc qui est censé construire une sorte de fédération multiverselle autour de Peter Parker, non, ça ne m'intéresse pas. Je serais beaucoup plus à la limite intéressé par un film Spider-Woman ou un film Silk qui pourrait mettre un peu de super-héros dans cet univers de super-vilains où les super-vilains ne sont pas des super-héros. Parce qu'il y en a marre, en fait, Venom n'est pas un super-héros, Venom c'est Venom, Morbius c'est Morbius, et faites des films sur les méchants qui sont vraiment méchants, et faites des films sur des héros qui sont vraiment des héros. Ne faites pas des trucs bizarres où le héros bouffe des têtes, et où c'est rigolo. C'est pas rigolo de bouffer les têtes des gens, ou de bouffer des poulets, ou d'être un gros sociopathe qui se parle à lui-même en gueulant et en surjouant comme un taré. Je ne dirai rien sur Jared Leto, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que je ne vais pas aimer ce film pour des raisons très évidentes. Voilà, donc Madame Web, honnêtement, j'ai pas d'avis pour l'instant. Par contre, Craven, franchement, on a oublié de dire aussi le Caméléon qui sera dans le film, puisque le Caméléon officiellement est le demi-frère de Craven dans les comics. Alors, est-ce que ce sera le Caméléon ou pas le Caméléon, on sait pas. Mais il voulait engager Cody Smith-McPhee, qui est le mec qui jouait Diablo dans la nouvelle version des X-Men après First Class et qui a joué récemment dans The Power of the Dog, qui a fait un autre film pour A24 aussi et qui va faire le film Elvis, le film Elvis bientôt. Donc un acteur qui est déjà actuellement sélectionné pour l'Oscar du meilleur second rôle. Donc on voit quand même Sony, ils mettent les moyens pour avoir des acteurs, des actrices connues, des grands noms que tout le monde aime bien et qui sont respectés à la fois par le grand public et par les autorités dirigeantes du cinéma. Maintenant, derrière, moi j'attends encore le premier bon film de Sony Pictures. Ouais, sur cet univers, ouais. C'est ni No Way Home, ni Venom 1, ni Venom 2 qui pour l'instant me donnent vraiment envie de m'y intéresser, parce que même si No Way Home, il a des qualités, si on est vraiment fan de Spider-Man, je suis désolé, on voit tellement les cuisines derrière, on voit la sauce fanservice qui ne prend plus à un moment donné quand tu passes les 30 ans et que t'as déjà eu 10 ans d'Aven de Marvel Studios, t'as compris qu'en fait à un moment donné il te faut autre chose, il te faut plus que ça. Craven, c'est un personnage auquel sont associées beaucoup de bonnes histoires, dont probablement la meilleure histoire de Spider-Man selon moi. Même s'il ne pourra pas avoir la dernière chasse de Craven, à moins qu'il chasse Venom. Ce serait trop marrant. Il chasse Tom Hardy qui surjoue. Il t'enlève tout le côté mystique et super noir de la chasse de Craven pour faire un truc débile où juste Taylor Johnson joue avec un accent russe affreux contre un Tom Hardy qui va faire n'importe quoi. J'ai une image horrible en tête du coup. Mais voilà, en tout cas, on sait que Sony a gagné énormément d'argent avec No Way Home et que maintenant il est temps d'avancer sur la suite et qu'ils ont du coup tout intérêt à aller très vite. Je ne sais pas ce que j'en pense. Je sais que moi j'attends toujours un bon film de Sony. J'ai absolument pas de haine personnelle envers ce studio. S'ils veulent faire des bons films, je suis prêt à aller les voir et à dire que c'est bien. Maintenant, peut-être que Craven est plus intéressant que Madame Web sur le papier. Ouais. Bah quand même, parce que le personnage est autosuffisant, tu vois, il peut chasser. Voilà, tu fais un film de chasse, ça peut être sympa. Même si ça va pas être ça, ça va être Craven qui combat son père, l'ancien Craven, parce qu'il aura exactement le même pouvoir que lui, lien familial et tout. Et lui, il va décider de chasser pour le bien. Et l'autre va décider de chasser pour le mal. Ouais, c'est ça, non, c'est stupide, quoi. Ça va être nul de le faire. J'ai tellement pas envie de voir ça. Mais donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, je vais pas extrapoler parce que je pense que t'as quand même dit grosso modo. C'est vrai que de toute façon, sur ce sujet de Sony Pictures, on est quand même souvent du même avis pour le coup. On a vraiment pas de divergence idéologique là-dessus. Donc, ça me fait chier que ce soit des gens de qualité qui rejoignent ces projets parce que je suis effectivement assez persuadé que les projets sont quand même pensés par des gens qui pensent mal. Pas qui pensent à mal, mais juste que c'est eux, ils pensent mal. Tu sais, il y a des gens, parfois, ils sont bêtes et eux, je pense que c'est des gens qui sont un petit peu bêtes quand même. Et ils ont des projets qui sont viciés dans l'âme en fait parce qu'ils démarrent sur un projet qui n'a pas de sens et qu'ils capitalisent, ouais, effectivement. Pour l'instant, en tout cas, ils font que capitaliser sur le potentiel lien Spider-Man qui ne se concrétise toujours pas. Donc, on attend de voir Morbius si ça va changer la donne ou je sais pas quoi. Mais Venom 2, c'était la carotte, va rendre leur scène post-générique, là, avec le retour de bâton dans No Way Home. C'était vraiment une carotte, mais c'est honteux, en fait. Les gens devraient être scandalisés de cette fête, de se faire berner comme ça, mais comme en étant pris pour les derniers des cons. Je comprends pas que ça passe quand même. Et donc, pour l'instant, tant mieux. Moi, j'aime bien Russell Crowe, j'aime bien Dakota Johnson. Je pense que je les
les apprécierai toujours plus dans les autres films que dans ceux-là, mais je ne demande qu'à avoir tort avec clin d'œil. Mais non, c'est chez Marvel. Bah, du coup, mais c'est chez Marvel. Je ne demande qu'à ne pas avoir raison et que ces deux films soient de grands films qui seront sélectionnés aux Oscars. Évidemment, est-ce que ça arrivera sans aller si loin, juste non, mais voilà. un bon film, moi ça me va. Qui ne m'insulte pas en fait, effectivement, qui n'insulte pas leur public réellement, ce serait bien. Donc on verra bien. De toute façon, ces projets n'arriveront pas encore non plus tout de suite au cinéma. Sur ce, Corentin, Batman qui arrive. Voilà, c'est ça, ce sera mieux. Sur ce, Corentin, c'est la fin de ce front page. On espère que l'émission vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez réagir aux différents sujets évoqués à la fois sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et puis, le plus important, bien entendu, si vous appréciez ces podcasts, c'est de le faire savoir. Donc, vous pouvez le dire, vous pouvez le hurler, mais vous pouvez aussi, surtout, et simplement partager les émissions sur sur vos réseaux sociaux. Et voilà, et faire connaître le podcast au plus de monde possible. C'est ce qui nous permettra d'être pérenne sur l'avenir. Sur ce, Corentin, merci d'avoir été avec nous. Mais de rien. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut.